Très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Bonjour chez vous, c'est votre rendez-vous quotidien avec l'actualité qui vous concerne. Nous sommes au plus près de vous avec nos partenaires de la presse quotidienne régionale, des télévisions locales et des Indés radios. Nous sommes ensemble pendant 1h30 et au menu du jour, Édouard Philippe et une partie de son gouvernement dans les Vosges hier pour faire un point sur les mesures en faveur de la ruralité. Le mouvement des Gilets jaunes a traduit un sentiment d'abandon bien souvent justifié, a dit Édouard Philippe. On va en parler avec le sénateur Les Républicains de l'Essonne, Jean-Raymond Hugonet. Il est avec nous ce matin. Dans une demi-heure, l'invité politique, c'est Nelly Garnier, la directrice de campagne de Rachida Dati. Interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale, représentée ce matin par Pascal Jalabert du groupe EBRA. Et puis, vous l'avez vu, cette semaine, nous avons poursuivi notre tour de France des municipales. Nous étions à Montpellier, à Trèbes et à Perpignan. Notre journaliste Jonathan Dupriez viendra nous raconter ce qu'il a vu. Et puis enfin, dans le club des municipales, on fera un point sur la campagne dans plusieurs villes. On sera notamment à Dijon pour faire un point sur cette campagne. On fera un point sur la campagne dans le Gard avec Olivier Biscay, le directeur de la rédaction du Midi Libre. Et puis vous découvrirez un sondage IFOP pour la Voix du Nord sur les municipales à Lille. Mais avant cela, voici les autres informations de ce vendredi 21 février. Je ne tolérerai aucune violence à l'encontre des agriculteurs. À la veille de l'ouverture du Salon de l'agriculture, Emmanuel Macron cherche à rassurer la filière agricole. Dans une interview à plusieurs journaux de la presse quotidienne régionale, il confirme que l'objectif d'interdire le glyphosate en 2021 ne sera pas tenable sur la totalité des exploitations agricoles. Il annonce une enveloppe de 30 millions pour la recherche de techniques et de cultures plus écologiques et dit que la loi agriculture et alimentation commence à produire ses effets. La mobilisation contre la réforme des retraites s'essouffle. 92 000 personnes ont manifesté hier dans toute la France selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Ils étaient 121 000 lors de la dernière journée. Les syndicats annoncent une nouvelle journée de mobilisation le 31 mars prochain. Et pendant ce temps, l'examen de la réforme à l'Assemblée nationale s'enlise et le débat se déroule dans une ambiance électrique. C'est une page qui se tourne dans l'histoire du nucléaire français. À 20h30 ce soir débute le processus d'extinction du premier réacteur de la centrale de Fessenheim. Et c'est à 2h30 cette nuit que ce réacteur sera définitivement mis à l'arrêt. On débute avec le sénateur du jour, élu de l'Essonne, siège dans le groupe Les Républicains. Bonjour Jean-Raymond Hugonet. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. On va donc commencer avec ce déplacement d'Édouard Philippe et d'une partie de son gouvernement. C'était hier dans les Vosges, comité interministériel à la ruralité. Le Premier ministre qui est venu défendre son agenda rural, cet ensemble de mesures en faveur de la réalité. La droite, elle a souvent reproché à ce gouvernement de ne pas se préoccuper des territoires, de ne pas se préoccuper de la ruralité. Finalement, vous voyez, il s'en occupe. Oui, alors j'observe qu'on est... Bonjour et merci de m'accueillir. J'observe qu'on est quand même à la veille du Salon de l'agriculture et qu'il faut se montrer un petit peu avec des bottes, si je puis dire. Non, ça veut dire quoi? Pour vous, tout ça, c'est électoraliste? Il y a une pensée politique derrière? Une chose dans laquelle excelle le président de la République, c'est bien entendu la communication et la stratégie. Tout le monde l'a compris. Je fais le parallèle avec les maires. Vous voyez ce que je veux dire? Au début de son mandat, c'était balance ton maire. Et ensuite, quand il a compris l'erreur et également ce qu'il pouvait apprendre des maires, lui qui ne connaît pas en profondeur ce pays, eh bien il s'en est rapproché. Il ne se passait pas un discours sans qu'il parle des maires à chaque virgule, après chaque virgule. Il en est exactement de même de la ruralité. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on fait à la fois la taxe carbone et que le lendemain on va courir derrière la ruralité, bon, il s'est peut-être aperçu de quelque chose, que dans ce pays, il n'y a pas que les métropoles. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a aussi un pays qui est loin de ces métropoles, qui s'appelle la ruralité. Et ça, il le découvre. Alors, qu'il aille dans la ruralité, c'est très bien. Mais là, encore une fois, nous sommes dans la com. Les Français ont bien compris que maintenant, nous voulons des actes. Alors, il y a des actes, il y a des mesures qui sont présentées, qui vont être présentées dans cet agenda rural. Il y a par exemple la reprise ou la création de 1000 cafés en milieu rural. Édouard Philippe a annoncé des licences 4 gratuits dans les communes de moins de 3500 habitants, 280 millions pour généraliser la fibre en milieu rural. Est-ce que ça, ce sont des actes et ce sont des bonnes mesures? Ah mais encore une fois, ce sont des annonces. Maintenant, nous allons vérifier. Le président de la République, en 2 ans, a explosé la confiance qu'il avait fait naître. Pourquoi? Parce que bon nombre de nos concitoyens, en tout cas pour ceux qui ont voté majoritairement, se sont dit, voilà, la droite, la gauche, on a déjà vu, ils sont passés, ils n'ont rien fait, donc voilà, le en même temps. Alors, cette confiance qui avait été à ce moment-là portée en lui,
d'un jeune président de la République. Ça, on peut être... vous voyez ce que je veux dire, je ne suis pas dans le jeunisme, mais quelqu'un de brillant qui arrive au sommet de l'État, c'est quand même pas rien. Et je crois qu'il y a eu vraiment dans le pays quand même une certaine confiance. Cette confiance a été fracassée en 2 ans. Donc aujourd'hui, des annonces, ça va certainement dans le bon sens. Mais maintenant, dans nos territoires, quelle est la traduction réelle? C'est comme les maisons France Service. Vous voyez ce que je veux dire? Les maisons France Service, alors 534 qui ont été ouvertes, dont 80% dans les territoires ruraux. Le gouvernement a un objectif de 2000 d'ici 2022. Il y a des choses qui sont faites. Vous savez, moi j'ai un petit peu d'expérience en politique pour dire, voilà, je peux être dans l'opposition au président de la République, je ne suis pas à fustiger forcément tout ce qu'il va faire. Mais je ne suis pas dupe et je ne suis pas tombé de la dernière pluie. On ne va pas me faire gober certaines choses qui sont, encore une fois, je le dis, des annonces. Et avec quel financement? Il y a des financements de l'État, mais on demande encore une fois aux communes de mettre à disposition ou des locaux ou des personnels. Et vous verrez qu'au final, ce sont des positions de l'État dans les territoires qui seront financées en grande partie par les communes. Voilà, et ça, c'est pas tolérable. Qu'est-ce que vous dites, qu'à terme, on aura un problème de financement parce que les collectivités ne seront pas en mesure de financer? On l'a déjà, madame, ce financement. On l'a, ce problème de financement. On le vit au quotidien, avec des moyens qui sont en constante régression. Alors on va vous dire que sur une enveloppe générale, je parle de la dotation globale de fonctionnement, par la fameuse DGF, quand vous parlez DGF au maire, il écoute. Alors on vous dit que l'enveloppe, voilà, elle a été répartie autrement. Ce qu'on constate majoritairement dans notre pays, c'est que les moyens des communes et leurs recettes reculent. Celui qui vous dira le contraire, qu'il arrive avec des preuves. Donc plus que les actes annoncés hier et dans cet agenda rural, vous vous demandez un financement derrière? Bien sûr, le financement et la traduction concrète. Il y a des annonces qui sont faites perpétuellement parce qu'on est dans l'ère de la communication, mais sur le terrain, quand vous êtes maire ou élu, vous ne voyez pas, ou alors il y a un tel ruissellement que, croyez-moi, avec le réchauffement climatique, on est asséché quand on est arrivé dans nos territoires. Allez, on va parler d'un autre sujet, c'est la réforme des retraites. La mobilisation qui faiblit, en tout cas dans la rue. 92 000 personnes hier, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Et ils étaient plus de 120 000 lors de la dernière journée de mobilisation. Est-ce que cet essoufflement, comment vous le voyez, c'est de la résignation face finalement à la détermination du gouvernement? Ça fait partie, je pense, du schéma stratégique qui a été envisagé. C'est-à-dire que là, on est dans la stratégie de l'épuisement. Nos collègues députés mènent une guerre des amendements. Croyez-moi qu'à l'extérieur, encore une fois, dans le pays, ça fait un mal terrible. Pourquoi? Parce que les gens comprennent bien que ça ne ressemble à rien et que c'est fait. Alors on me parle de grève du zèle. Pourquoi pas? C'est ce qu'ils ont trouvé. Ça fait un mal terrible à qui? Aux parlementaires? Aux Français et à la France. Bien entendu aux parlementaires, que ce soit les députés, tout le monde nous assimile. Vous savez, à partir du moment où on parle de parlementaires, on a une cible dans le dos et on est responsable de tous les maux aussi. Donc, les corps intermédiaires, ça a de l'importance dans notre pays. Le président de la République, encore une fois, s'est coupé et du peuple et des corps intermédiaires. C'est-à-dire qu'il est aujourd'hui dans sa tour d'ivoire. Il a annoncé qu'il allait faire une réforme des retraites. C'était une occasion inespérée pour cette réforme qui doit traverser l'intégralité des générations françaises, des plus jeunes aux plus âgés. C'était l'occasion inespérée justement d'avoir dans ce pays, de faire renaître le sentiment profond d'appartenance à une nation. Cet espoir, en tout cas qui était né chez moi, a été gâché. Pourquoi? Parce que ça devient une réforme, excusez-moi, une réforme à laquelle plus personne ne comprend rien. Si le pays est dans cet état, ça veut quand même dire quelque chose. Les Français se disent quoi? Ils entendent toujours dire qu'il y a besoin d'une réforme des retraites. Quelqu'un veut la faire. À partir du moment où il l'a fait, bonne ou mauvaise, vous allez passer pour suspect quand vous vous opposez à cette réforme. Il n'y a pas 40 solutions et personne ne l'explique aux Français. Il y a 3 leviers sur la réforme des retraites. Le taux, le montant des pensions et l'âge. Lisez la lettre de cadrage, je sais que vous l'avez lu dans le détail. Le point numéro 8 du Premier ministre dit écoutez, maintenant vous travaillez, alors la conférence des financements et autres, mais vous ne touchez pas aux 2 premiers leviers. C'est ce qu'il écrit noir sur blanc. Ça veut donc dire que l'âge pivot, l'âge d'équilibre, on va encore trouver d'autres adjectifs. Mais pour vous, l'âge de départ à la retraite sera retardé quoi qu'il arrive. C'est inéluctable. Alors on n'a pas le même boulier, si vous voulez, mais 1 plus 1, ça fait 2. Quand vous comptez, il y a un ratio cotisants-pensionnés qui s'est inversé. Il y a moins de cotisants, il y a plus de pensionnés. L'espérance de vie, je ne vais pas le refaire. C'est clair comme de l'eau de roche. Est-ce que le Français peut le comprendre? Ensuite, il faut dire
Quelqu'un qui a porté des charges lourdes, on ne va pas le faire travailler jusqu'à 65 ans. Quelqu'un qui répare dans des conditions, qui répare les routes, qui a un métier. Définir la pénibilité, oui. Mais aujourd'hui, on en arrive à un espèce de truc auquel personne ne comprend plus rien et on met sur le plateau et sur le perchoir de l'Assemblée une loi dont on n'a pas, encore une fois, les estimations financières. C'est une honte absolue. L'autre sujet dont s'est occupé Emmanuel Macron cette semaine, c'est cette lutte contre le communautarisme, contre le séparatisme. Comme il le dit, il a présenté la première partie de son plan. Il veut lutter contre les influences étrangères. Est-ce que vous dites que c'est bien qu'il s'empare de ce sujet ? Alors là, je vais être un peu plus grave. Ce n'est pas que les sujets qu'on a évoqués avant n'étaient pas graves, mais celui-ci, il l'est particulièrement. Et la responsabilité du chef de l'État est colossale. Je pense, je l'espère, qu'il la soupèse totalement. Dans ce pays, je le redis, vous savez, je suis assez chauvin, mais pour qui a voyagé dans le monde un tout petit peu, ce qui n'est pas forcément mon cas, je pense qu'on a, par rapport à la taille du pays, le plus beau pays du monde, le pays le plus doux, même si des gens souffrent, dans ce pays qui est la France. Il y a des gens avant nous, de haut niveau, qui ont écrit quelque chose qui s'appelle la Constitution. Il y a eu des débats parlementaires, il y a eu des débats qui ont traversé le pays. Il y en a un qui s'appelle la laïcité, vous voyez ce que je veux dire. Pour moi, la loi de 1905, elle est incontournable. Avez-vous observé en tant que journaliste, depuis des années, on veut tripatouiller la loi de 1905. Alors ça a été la première phase. Ensuite, on invente des mots. La laïcité, on veut lui coller des adjectifs, on veut commencer. Et là, on rentre dans un débat sémantique. Et le président de la République, qui excelle dans ce domaine, il excelle, ça y est, il nous a trouvé le séparatisme. Tout ça parce qu'il ne veut pas nommer les choses. Aujourd'hui, dans notre pays, c'est même pas des gens qui veulent faire du séparatisme. Il y a des gens dans notre pays qui sont dans notre pays et qui n'ont qu'une envie, c'est de bousculer la République et de faire chanceler notre nation sur ses bases. Vous dites qu'Emmanuel Macron n'affronte pas suffisamment ce problème, il ne va pas assez loin dans ses mesures. Mais c'est évident. Emmanuel Macron est dans quelle phase maintenant? Alors s'il arrive à se défaire du sparadrap des retraites, il a envie vite de terminer, c'est pour ça que ça se terminera par un 49-3, c'est évident. Ensuite, pour passer sur les deux thèmes sur lesquels il va nous bassiner pendant 2 ans, passez-moi l'expression, c'est-à-dire, on va le voir, vous savez, il va verdir sa politique, bien entendu, on le voit avec la ruralité, et puis il va parler sécurité, il va parler, voilà, séparatisme, communautarisme. Il va éviter de parler de communautarisme, donc c'est pour ça qu'il invente. Mais qu'on comprenne bien, c'est bien pour vous qu'il parle de ces sujets, mais il ne s'y attaque pas de manière assez forte, c'est ça votre position? Mais c'est bien parce que c'est un sujet majeur. Il y a Belle Lurette qui devait s'en emparer, Bruno Retailleau l'a dit de façon, je dois le dire, très humaine, mais de façon réaliste. Et savoir que c'est un mal qui mine notre pays depuis des années et que rien n'est fait, c'est là-dessus que prospèrent des gens qui osent se réclamer de la nation. Allez, on va parler d'un autre sujet. On va continuer de parler d'Emmanuel Macron. Mais Emmanuel Macron qui donne ce matin une interview à la presse quotidienne régionale, interview sur l'agriculture. On va en parler avec Quentin Calmet. Bonjour Quentin. Bonjour Ariane, bonjour Jean-Raymond Hugonet. Quentin, à la veille de l'inauguration du Salon de l'Agriculture, Emmanuel Macron donne donc une grande interview à plusieurs titres de la presse quotidienne régionale. Voilà, je vais vous les montrer tout de suite. Le président qui est donc à la une de Ouest France, de La Voix du Nord ou encore de La Dépêche et du Midi Libre. C'est un passage obligé comme la déambulation demain. Vous les voyez, donc on les voit tous ces titres et cette interview qui a donc été réalisée avec plusieurs titres de la presse quotidienne régionale et plusieurs thèmes dans cette interview. Que ce soit sur le glyphosate, l'agribashing, les sanctions américaines ou encore les élections municipales. Et ce que retiennent ces titres, vous le voyez, c'est ce mot là par exemple, une révolution ou encore cette question de transformation du modèle agricole ou encore un nouveau modèle agricole. C'est le message que veut afficher manifestement le président à la veille du Salon de l'Agriculture. Je voulais vous montrer un échange en particulier qu'on a pu voir donc dans Ouest France. C'est sur
les conclusions de la Convention citoyenne, est-ce qu'elles ne risquent pas de froisser davantage le monde agricole, pose comme question le journaliste. Et le président qui répond, il faut accepter de changer nos pratiques agricoles et accepter aussi de changer nos habitudes de citoyens et de consommateurs et de plaider aussi pour des chartes locales sur les zones de non-traitement en pesticides, un sujet sensible depuis plusieurs mois avec le monde agricole. Le président qui fait donc une nouvelle fois une démonstration du en même temps. Voilà, avec ce constat, il y a aujourd'hui une tension forte dans la société, dit Emmanuel Macron, et d'ajouter qu'il faut à la fois protéger les agriculteurs contre les stigmatisations dont ils sont l'objet et réussir la transformation du modèle agricole, dit Emmanuel Macron. Le président qui défend la loi Egalim, qui a été votée maintenant il y a 1 an et demi, qui commence à produire des effets, dit le président. L'idée étant de créer des indicateurs pour organiser la filière. Les différents acteurs ensuite de cette filière devront être responsables, dit le président de la République. Enfin, il s'adresse aux agriculteurs tentés par le vote Rassemblement National. Il leur dit « Je veux leur parler à travers vous, à travers la PQR, et leur dire ne cédez pas aux sirènes d'un parti qui vous propose de sortir de l'Europe, car la seule voie possible, c'est l'Europe, de plaider donc en faveur de l'Union européenne. » Le président qui s'est d'ailleurs envolé vers Bruxelles hier soir pour un sommet extraordinaire du Conseil européen consacré notamment au budget et à la PAC. Et qui reviendra demain à Paris pour inaugurer ce salon de l'agriculture. Il faut voir l'accueil que les agriculteurs vont lui réserver. Voilà, c'est un classique du début du salon de l'agriculture, cette déambulation. Il y a eu ces années précédentes où il a été interpellé sur le glyphosate ou sur les problèmes liés aux loups. Il y avait aussi des JA, des jeunes agriculteurs qui ont pu parfois aussi le bousculer. Ou regardez sur cette vidéo de l'an dernier, quand un gilet jaune a pu se rapprocher du cortège et faire de la déambulation pour l'invectiver comme ça. Et donc j'ai une question pour vous, Jean-Raymond Hugonet. Est-ce qu'il y a dans les propos que vous avez pu entendre ou que vous avez pu lire dans la presse quotidienne régionale de quoi rassurer les agriculteurs selon vous et d'assurer aussi au chef de l'État un accueil qui sera bon demain au Salon de l'agriculture? Alors, d'abord, la première des choses, les agriculteurs ne se paient pas de mots. Je vous parlais tout à l'heure de preuves, ils veulent des faits tangibles. Les propos du président de la République vont plutôt dans le sens de rassurer les agriculteurs. Mais on n'en est plus à rassurer les agriculteurs. On avait un débat hier sur la ruralité dans l'hémicycle. Didier Guillaume est quelqu'un qui connaît bien le Sénat, il est de chez nous, j'allais dire. Donc voilà, on sent bien qu'il donne les mots que les interlocuteurs souhaitent entendre. Mais au fond du fond, quelle est la réelle politique agricole pour les agriculteurs français? Il y a la question cruciale du bilan de la loi Egalim, par exemple. Vous le dites, le compte n'y est pas maintenant. 1 an et demi après, on peut voir que ça ne donne pas de résultat. Mais le compte n'y est pas. Alors là, c'est pareil. Vous allez parler avec le président de la République, avec son gouvernement. Ils vont vous dire que le compte y est. Vous discutez avec les agriculteurs. Vous allez voir si le compte y est. On a la chance ici d'avoir, parce qu'on a la représentation des territoires au Sénat, bon nombre de collègues sénateurs agriculteurs. Allez demander à Michel Raison si la loi Egalim est une réussite. C'est le rapporteur de cette loi. Daniel Grémillet, allez lui parler. Laurent Duplon. Allez, des sénateurs qui sont agriculteurs. Je prends des sénateurs qui sont agriculteurs, qui sont dans mon groupe politique, vous allez me dire. Mais ce sont des gens, je suis allé sur leur terrain, je suis allé les voir. Quand ils sont sur leur terrain, ils n'ont pas une étiquette politique. Ils connaissent ce métier, ils savent bien dans quel état nous sommes. Ensuite, vous parlez de l'Europe, si j'ai 2 minutes. Oui. On va juste remercier Quentin et on va continuer à parler de la PAC justement, puisque la politique agricole commune, Emmanuel Macron qui est monté au front sur ce sujet hier à Bruxelles pour défendre la PAC menacée, en tout cas son budget est menacé par la Commission européenne. Là, vous saluez la détermination du chef de l'État sur ce sujet ? Mais encore une fois, dans la démarche, il a tout compris. Il a envie, lui, de se réserver un salon de l'agriculture qui soit plus paisible. C'est uniquement ça pour vous ? Non, pas uniquement, mais je peux le comprendre. C'est humain. Vous allez dans le salon de l'agriculture du pays qui a la plus belle agriculture et la plus saine agriculture du monde. Ça fait quand même 3 ans que The Economist nous le dit. Voilà. Alors après, on peut le croire, pas le croire, mais c'est la vérité, on le sait bien. Donc, il a envie que ce moment de déambulation soit un vrai moment de connexion avec la France, la terre française et les agriculteurs. Je ne peux pas l'en blâmer. C'est plutôt pour un président de la République, ça. Donc forcément, il dit avant des choses qui vont plutôt dans le sens de l'apaisement. Mais vous craignez qu'après, ça ne soit pas la même musique ? Mais regardez une chose, l'Europe. L'Europe, aujourd'hui, certains la rendent responsable de tous nos maux. Ils ont en partie raison. Ils ont en partie tort. Et notamment quand on parle d'agriculture. La PAC, la politique agricole commune,
Est-ce qu'on pourrait s'en passer? Est-ce qu'on peut expliquer aux Français une fois pour toutes ce que nous avons à gagner de la politique agricole commune et de ce que Jacques Chirac, pour une bonne part, avait porté? Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, je le redis, nous sommes au Sénat. J'aimerais que le président de la République écoute, j'allais dire notre patron, le président du Sénat. Lui, il la connaît, la ruralité. Plutôt que de mépriser le Sénat, il ferait bien de l'écouter, y compris son président qui la connaît par cœur, la ruralité. Voilà pour le message. Allez, comme tous les jours, on va se rendre dans une rédaction locale maintenant, Jean-Raymond Hugonet. Aujourd'hui, on va aller à Lyon retrouver nos partenaires du Progrès. Bonjour Frédéric Massé. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes chef info desk central du Progrès. On va parler d'un autre sujet avec vous. On va parler du manque de neige. Est-ce que le manque de neige cet hiver signifie la fin du ski en moyenne montagne ? C'est effectivement la question que nous nous posons ce matin, Oriane, dans nos éditions de l'Ain. Et plus largement, se pose la question de l'avenir des stations de ski en moyenne montagne. Car si quelques flocons sont tombés cette semaine sur le massif du Jura, à la veille des vacances scolaires dans notre région, c'est ce soir, les pistes de petite et moyenne montagne ne devraient pas blanchir durant les 15 jours qui viennent. Alors, loin de vouloir recourir à l'apport de neige par hélicoptère, comme on a pu le voir dans une station des Pyrénées la semaine dernière et qui a fait beaucoup parler, les professionnels du tourisme et les élus de notre territoire sont conscients qu'ils vont devoir changer leur modèle économique face au changement climatique. Parce que c'est bien le réchauffement climatique qui est en cause dans ce manque de neige ? C'est indéniable, Oriane. Et l'exceptionnel risque de devenir la norme. Le manque d'enneigement se fait sentir en France à moyenne altitude entre 1200 et 2000 mètres. Et même au-delà de 2000 mètres, la neige tient moins longtemps désormais. D'ici 2050, le phénomène va encore s'accélérer, quels que soient les efforts pour lutter contre le réchauffement de la planète. Et Météo France estime qu'à la fin du siècle, si les émissions de gaz à effet de serre ne sont pas réduites, le manteau neigeux sera régulièrement inexistant en moyenne montagne. Et le recours à la neige de culture ne suffira pas forcément à compenser la disparition de la neige naturelle et pose la question en plus de la consommation en eau qui deviendra aussi une denrée plus rare. Les touristes aussi, est-ce qu'ils se font rares du coup dans ces stations ? Alors, pas vraiment, ça c'est plutôt la bonne nouvelle. Les touristes restent fidèles à la montagne. Il n'y a pas eu d'annulation massive, par exemple, pour les vacances qui débutent ce soir. Du coup, les professionnels s'adaptent. J'ai compris depuis longtemps qu'à notre altitude, il ne fallait pas trop miser sur la neige, nous explique le propriétaire d'un magasin de sport d'hiver dans l'Ain. Il a considérablement réduit son rayon ski au profit d'autres activités sportives comme le trail ou le vélo. Il compense aussi avec l'entretien des vélos électriques des touristes, un secteur qui est vraiment en plein essor. Et d'ailleurs, pour le conseil départemental de l'Ain, le pire serait de nier le changement climatique. Il souhaite accompagner les stations vers une politique dite 4 saisons, en misant avant tout sur la nature et les activités de grand air, du genre marche, VTT, luge d'été. La stratégie est d'ailleurs la même du côté du gouvernement. Hier, Elisabeth Borne, la ministre de la Transition écologique, a reçu les professionnels et les élus des stations de ski françaises. Elle a évoqué une assistance aux stations de ski pour qu'elles puissent s'adapter à ces hivers décidément moins enneigés. Voilà pour ce point sur ce manque de neige. Avant de vous quitter, Frédéric, on va faire un point sur les municipales. Municipales à Saint-Étienne, puisque à la une du Progrès ce matin, un sondage exclusif sur les intentions de vote à Saint-Étienne. Voilà, dans nos éditions de la Loire, nous publions un sondage où la tendance est claire à Saint-Étienne. Dans ce sondage IFOP fiducial pour le Progrès, le maire Les Républicains sortant, Gaël Perdriau, fait cavalier seul avec 42% des intentions de vote au premier tour. Très loin devant un trio composé du candidat socialiste qui recueille 17% d'intentions de vote, de la candidate Rassemblement National, créditée de 16%, et du candidat Europe Écologie Les Verts, avec 14%. Le grand perdant de ce premier tour serait, selon notre sondage, le candidat La République En Marche. C'est l'ancien footballeur stéphanois bien connu Patrick Revelli, qui ne recueillerait que 4% des suffrages. Et puis au second tour, on a examiné plusieurs cas de figure, mais dans toutes les hypothèses, quel que soit l'adversaire, le maire sortant Gaël Perdriau l'emporterait selon ce même sondage. Voilà, et ce sondage est donc à lire dans vos éditions de la Loire du Progrès. On va revoir votre une consacrée au ski. Le ski dans l'Ain, c'est fini, point d'interrogation, avec cette photo de piste sans neige. Merci beaucoup Frédéric Massé d'avoir été avec nous en direct ce matin. Jean-Raymond Hugonet, on va passer à votre revue de presse et c'est Quentin Calmet qui revient.
Nantes. On va commencer avec un hôpital de jour qui ouvre à Étampes, c'est-à-dire sur le site du Républicain de l'Essonne. Tout à fait. C'est une nouvelle clinique qui vient d'ouvrir sur plus de 650 mètres carrés dans les anciens locaux. Alors peut-être que vous les connaissez, de la maison de retraite du Petit Saint-Mars. C'est donc au sein du centre hospitalier Sud Essonne. Et donc ça a ouvert depuis peu avec à la clé 80 lits, des services orthopédie, neurologie, gériatrie et cette déclaration du directeur de l'hôpital qui dit il y a aujourd'hui des besoins importants en Essonne et notamment dans le Sud Essonne en hôpital de jour. Nous avons rencontré des acteurs locaux pour leur parler de ce projet et ils nous ont tout de suite donné un accueil positif. Vous le confirmez, Jean-Raymond Hugonet, il y avait des besoins criants dans le sud du département notamment? Absolument. Le président du département, François Durovray, a toujours pour habitude de dire que l'Essonne est une petite France. C'est exactement ça. Vous avez un département qui est tout en longueur, avec un nord très urbanisé, une zone périurbaine à laquelle j'appartiens, et puis l'Essonne du Sud. Je préfère dire Essonne du Sud que Sud-Essonne. On parlait de sémantique, mais vous voyez ce que je veux dire. L'Essonne est une et indivisible, mais dans l'Essonne du Sud, il y a effectivement les problèmes de ruralité. On est en plein au cœur de ce matin du thème que l'on abordait, où on a vraiment une population qui est loin de tout. Et croyez-moi, quand vous avez autant de communes sur un territoire aussi vaste, il y a besoin d'un centre. Et Étampes, qui est un petit peu la capitale de l'Essonne du Sud, eh bien, devait avoir un établissement de ce type. Une question, Quentin, sur actu.fr. Où sont les femmes en Essonne? Oui, où sont les femmes? Alors, je ne vais pas vous le faire en chantant, même si ça plairait beaucoup à Alexandra Tirli en régie. Mais du coup, eh bien, cette question. Combien de femmes sont maires en Essonne? Dans quel type de commune, demande le journal en ligne? Eh bien, la réponse, c'est que 25% des communes sont administrées dans votre département par des femmes. Alors, c'est peu, mais c'est plus que la moyenne nationale qui est de 17%, nous rappelle le journal. Et parmi les plus grandes communes, il y a Athis-Mons, ville de 34 000 habitants, administrée par Christine Rodier. Alors, Jean-Raymond Hugonet, comment améliorer le taux de féminisation dans cette profession, pour les maires? J'aime pas le mot améliorer. Parce que quelque part, il doit y avoir quelque chose d'assez spontané. On ne devient pas maire comme ça. Voilà. La féminisation en politique est une excellente chose parce qu'encore une fois, on ne voit pas forcément les choses de la même façon. J'en parle en connaissance de cause. J'ai été maire pendant 17 ans, élu sénateur en 2017. J'ai transmis l'écharpe tricolore à ma première adjointe que je connais depuis 17 ans, Chantal Thirier. Elle est devenue maire. Eh bien, à partir du moment où vous êtes dans une compréhension, dans un style et un esprit de gouvernance qui est le même et que vous le partagez, je peux vous garantir que ça se passe bien. Et Chantal a parfaitement pris la suite. Et voilà, des femmes compétentes en Essonne, nous en avons beaucoup, croyez-moi. Et justement, on va terminer en parlant des municipales dans le Parisien. Ces maires sortants qui sont pour la première fois tête de liste. C'est exactement le cas de figure que vous évoquiez à l'instant. C'est ce cas de figure où eh bien, les candidats, ils sont effectivement en lice pour leur succession. Mais ce n'est pas sur leur nom qu'ils ont été élus en 2014, comme votre première adjointe et qui est devenue maire lorsque vous êtes devenu sénateur. Et c'est parfois pour des raisons personnelles ou donc des raisons politiques, comme aussi le cas de figure que l'on voit ici à l'image où eh bien, Jean-Marc Gelé, il a succédé à Jocelyne Guidez, Guidez qui est devenue sénatrice. Et donc, eh bien, des fois aussi, c'est pour des raisons judiciaires, mais donc il y a ce cas de figure particulier dans la campagne, des élus qui doivent convaincre aujourd'hui sur leur nom propre, nous dit le Parisien. Et parfois, ça se passe mal, raconte aussi l'article, comme eh bien, à Palaiseau ou aux Ulysses. Et donc, c'est à lire dans le Parisien. Et il vous reste 10 secondes pour conclure, Jean-Raymond Hugonet. Pardon? Il vous reste 10 secondes pour conclure là-dessus. Il reste 10 secondes pour conclure là-dessus. Je pense que les femmes ont toute leur place. Juste pour conclure, c'est que la loi sur le non-cumul des mandats est une grave erreur qu'on va payer très cher. Interdire à un maire d'une commune de 7000 habitants, ce qui est mon cas, d'être maire et sénateur, est une profonde erreur. Et c'est aussi une stratégie pour déconnecter les parlementaires de la vraie vie, c'est-à-dire celle qui se passe dans nos territoires. Donc c'est une chance, ça a été une chance et je suis très heureux, encore une fois, que des femmes soient devenues maires ou parfois des hommes. Mais sincèrement, l'essentiel est ailleurs.
Merci beaucoup. Merci Jean-Raymond Hugonet. On va accueillir du coup en direct sur ce plateau Nelly Garnier. On va faire une passation en direct. Pour tout vous dire, on a un petit problème de sujet. C'est pas grave, ce sont les aléas du direct. Merci Jean-Raymond Hugonet d'avoir été avec nous. Vous laissez donc votre place à Nelly Garnier. Nelly Garnier qui est la directrice de campagne de Rachida Dati. On va bien sûr continuer à parler de ces municipales. Directrice de campagne de Rachida Dati et candidate dans le 11e arrondissement de Paris. On va également accueillir Pascal Jalabert du groupe EBRA qui va faire cette interview avec nous. Bonjour Pascal, merci d'être là. Nelly Garnier, on va bien sûr parler de cette campagne des municipales à Paris et de ces derniers sondages. L'écart se resserre entre Anne Hidalgo et Rachida Dati. Dans certains sondages, Rachida Dati est même donnée devant Anne Hidalgo. Mais Anne Hidalgo, elle semble disposer d'une réserve de voix au second tour que n'a pas Rachida Dati. En tout cas, vous allez nous le dire. Est-ce que du coup, c'est pas une dynamique en trompe-l'œil pour vous, ces sondages? Déjà, écoutez, on nous faisait même pas passer le premier tour il y a quelque temps, donc un premier tour, c'est un premier tour. Aujourd'hui, vous avez une majorité de Parisiens, et c'est ce que traduisent les sondages, qui ne veulent plus d'Anne Hidalgo. Voilà, elle a réussi à écœurer les Parisiens de Paris, et nous, tous les jours dans la rue, quand on rencontre les Parisiens, ils sont une majorité à nous dire on veut tourner la page Anne Hidalgo. Et face à cela, ils recherchent une alternative. Nous, ça fait des mois que cette alternative, on la construit en étant à l'écoute des Parisiens et en portant des propositions concrètes, pragmatiques. Aujourd'hui, il y a une dynamique depuis plusieurs semaines déjà qui se dessine autour de Rachida Dati. Donc notre objectif, c'est de pousser cette dynamique maximum, et au soir du premier tour, eh bien alors ça sera autre chose, parce que ça sera la véritable alternative qui s'est dessinée face à Anne Hidalgo, qui sera en capacité de fédérer tous ceux qui veulent tourner la page Hidalgo pour avoir un autre projet pour Paris. Mais du coup, fédérer avec qui? Fédérer jusqu'où? Mais moi, je veux bien qu'on me dise que je ne comprends pas qu'on m'explique que Anne Hidalgo et les Verts, il faut additionner leurs voix. Parce que dans ce cas, si c'est une seule... Non, mais attendez, si c'est une seule candidature, il faut arrêter de partir séparés au premier tour. Enfin, je veux dire, les Parisiens ne sont pas dupes. Aujourd'hui, vous avez... on me dit personne n'est en capacité, enfin vous ne pouvez pas gagner seul, mais qui aujourd'hui est en capacité de gagner seul? Personne. Alors nous, depuis le début, on nous dit, non mais regardez, si on additionne un tel et un tel, là on commence... Non. Sans additionner, mais en tout cas, il y a une perspective d'alliance entre les Verts et Anne Hidalgo. Vous, quelles sont vos perspectives d'alliance? En fait, une campagne municipale, c'est pas de l'addition de sondages qui en plus ne sont qu'une note d'ambiance de ce qui se passe. Je veux dire, l'élection d'un maire, c'est l'élection d'une personnalité dont on pense qu'il fera ce qu'il dit. Aujourd'hui, ne me faites pas de l'addition, laissez la dynamique s'exprimer. On ne parle pas d'addition, on parle d'alliance. Et l'entre-deux-tours sera autre chose. L'entre-deux-tours, ce qui se jouera, c'est est-ce que vous voulez repartir avec Anne Hidalgo, qui a dégradé Paris, qui est responsable du déclin de Paris, ou est-ce que vous pouvez être convaincu par une alternative? Ça sera ça l'enjeu. Alors justement, vous n'êtes plus forcément la seule alternative. L'entrée en campagne d'Agnès Buzyn a un peu changé la donne. Ça vous inquiète? Vous pouvez discuter avec elle? Écoutez, quelqu'un qui nous dit qu'elle s'inscrit dans les pas de Bertrand Delanoë, qu'elle a voté Anne Hidalgo en 2014 et qui fait alliance avec l'ancien conseiller de François Hollande, je ne sais pas si c'est la meilleure alternative à Anne Hidalgo. Après, voilà, on la laisse faire sa campagne. On n'avait pas choisi Benjamin Griveaux, on n'a pas choisi Agnès Buzyn. Mais c'est quoi? C'est un message aux électeurs de droite que vous envoyez à Rachida Dati, Agnès Buzyn? C'est plutôt vers la gauche, c'est pas aux électeurs de droite qu'elle s'adresse? On s'adresse à tous les électeurs, on s'adresse... Quand vous parlez de Bertrand Delanoë, on s'adresse au-dessus d'Anne Hidalgo. Moi, je veux dire, je suis candidate dans le 11e arrondissement. Je veux gagner le 11e. Je m'adresse à tous les déçus d'Anne Hidalgo dans cet arrondissement que la gauche a toujours considéré comme lui étant acquis et qu'elle a toujours maltraité plus que les autres. Je veux dire, le 11e, allez-y, c'est un carnage. La saleté dans les rues, l'explosion de la délinquance, il n'y a aucun espace vert. Les pieds d'arbres qui sont des poubelles à ciel ouvert. Les squares qui sont censés être des forêts urbaines et qui sont en fait des terriers de rats à perte de vue. Donc non, on s'adresse à tous les électeurs, les déçus d'Anne Hidalgo. On s'adresse aux électeurs de Benjamin Griveaux qui aussi n'ont pas su se retrouver dans une alternative à Anne Hidalgo. On s'adresse aux électeurs naturels de la droite et du centre qui nous suivent, et puis voilà. Et on leur propose... Est-ce qu'il n'y a pas une inquiétude de la candidature d'Agnès Buzyn par rapport à celle de Benjamin Griveaux? Est-ce qu'Agnès Buzyn n'est pas plus en capacité de mordre sur votre électorat? Mais moi, je ne sais pas. Vous pouvez avoir des inquiétudes sur le papier. Nous, on n'est pas sur le papier. On est au contact des Parisiens. Je veux dire, on est à la Goutte d'Or, on est à la Cité des Envierges dans le 20e, on est rue Jean-Pierre Timbaud dans le 11e arrondissement. On est partout dans Paris. Je veux dire, on n'est pas sur le papier. On parle aux gens. Moi, vous me dites, vous vous adressez... Sur le terrain, il n'y a pas une nouvelle dynamique, vous vous adressez aux électeurs de la droite. Vous avez vu où on fait campagne depuis le début? On est tous les jours dans le nord et l'est parisien. Vous avez vu ce qu'on fait? On est tous les jours à la rencontre des locataires
du parc social. Est-ce que c'est les électeurs naturels de la droite? Vous qui êtes quand même dans un arrondissement largement classé à gauche, il suffit de voir les résultats. Comment vous adressez à ces électeurs-là? Parce qu'ils vous identifient comme quelqu'un de droite. De quel thème vous leur parlez? Comment vous les abordez? Nous, on est clair sur nos valeurs. On n'a jamais caché ce qu'on était. On y va là où on est crédible. On y va sur la sécurité. On y va quand on parle d'écologie, on est sur une écologie pragmatique. On ne vous promet pas de la nature sauvage en ville. Par contre, moi, je vais vous donner un exemple. On était dans le 11e arrondissement la semaine dernière avec Rachida Dati. Vous allez square Truyot. Les gens, ils vous disent, vous avez un moment, vous avez une sorte de terrain vague. C'est une chute de boue. Et puis, il y a un peu d'eau au fond. Et puis, ils vous disent, non, mais en fait, c'est une zone humide. Voilà, parce qu'on fait de la nature sauvage en ville. Non, mais vous savez, nous, on va juste vous planter des bosquets normaux, des arbres normaux. C'est un parc entretenu. Et on est sur... Voilà, et un électeur... Le 11e, c'est l'arrondissement où Anne Hidalgo est candidate. Il comprend quand on lui dit ça. Quand vous voyez des locataires du logement social... Alors, la gauche, elle vous parle pourcentage et milliards. Le logement social, pour eux, c'est du pourcentage et du milliard. Mais nous, je vais vous dire ce que vous... Résidence Calberson, cité Rosa Parks, dans le 19e arrondissement, je ne vais pas vous parler... Par contre, je peux vous parler ascenseur en panne. Je peux vous parler malfaçon, je peux vous parler des gens qui n'ont pas d'eau chaude depuis des mois. On leur parle de leur réalité. Donc ils sont plus sur des clivages d'étiquettes, ils sont sur quelle est ma réalité, qu'est-ce qu'on m'apporte comme réponse. Et nous on leur dit, vous savez, les bailleurs sociaux, ils ont été défaillants. La ville de Paris n'a pas tenu les bailleurs sociaux. On va revoir les conventions, on va leur refixer des objectifs, on va leur demander leur calendrier de réhabilitation. Puis on va vous proposer l'autorénovation et l'autoréhabilitation, parce qu'on ne va pas attendre qu'il y ait suffisamment d'immeubles qui soient en état ultra dégradé pour faire un marché public. Non, on va vous donner une somme, vous allez commencer vous-même les travaux. Voilà, on est sur ce pragmatisme-là et c'est ce qui paye. Voilà. Alors après, vous allez me dire sur le papier, alors elle est gentille, lui, il est comme ça. Non, les gens, ils ont envie qu'on leur apporte des solutions. Je veux dire, les gens qui sont porte de la Chapelle, qui sont dans le 18e, 19e, les gens qui subissent la salle de consommation à moindre risque, nous, on n'est pas contre. On ne veut pas que les gens ils se droguent dans la rue, mais en même temps, on est lucide. Déjà, vous ne pouvez pas dire Paris, ville ouverte, on accueille tous les migrants, puis on les laisse tranquilles, et puis surtout, on les laisse tomber entre les mains des marchands de mort. Hein, parce que vous savez, des migrants aujourd'hui qui arrivent à Paris, on les met tout de suite sous crack. Voilà. Et puis après, ces délinquances absolues, ce sont les riverains des classes populaires qui sont les premières victimes. Nous, on était porte de la Chapelle avec Rachida Dati. On a croisé une dame qui nous a dit, moi, vous savez, j'ai honte de vivre à Paris. Est-ce que vous trouvez que c'est un bon bilan pour la gauche parisienne? Mais que dans les quartiers les plus populaires, les populations les plus populaires, est-ce que c'est la mairie de Paris qui est responsable de ça? Est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité de l'État? Est-ce que vous ne mettez pas un peu trop de choses sur le dos de la mairie de Paris? Écoutez, moi, je vous renvoie au code des communes, au code des collectivités locales. C'est quoi le rôle d'un maire? C'est assurer l'hygiène, la salubrité, la tranquillité publique. Voilà. Alors, la maire de Paris... Et sur les migrants, sur la politique migratoire? L'hygiène, la salubrité, la tranquillité publique. Vous avez une compétence de fait à assurer la sécurité de vos concitoyens. Et puis, pendant des années, on vous dit non, mais je peux rien faire, c'est l'État, je me défausse. Puis maintenant, on vous dit non, mais si Rachida Dati est élue, qu'est-ce que vous allez faire sur cette question des migrants? Première chose qu'on fait, on réorganise la politique de sécurité. Avec, on l'a dit, une police municipale armée. Rachida Dati était la semaine dernière à Meaux avec Jean-François Copé. Armée avec des armes létales? Avec des vraies armes, parce que vous savez aujourd'hui quand vous êtes policier, vous êtes vous êtes une cible. Mais vous savez, c'est des choses qui arrivent. On parlait de Nice, ça existe à Nice, il y a Toulouse, il y a Meaux. Aujourd'hui, c'est contrôlé. Hein, c'est dans toutes les grandes villes. Dans toutes les grandes villes de France. Et puis, derrière, vous avez l'évolution du taux de la criminalité, et puis vous avez le taux d'élucidation, vous avez des indicateurs très précis qui permettent de voir si c'est efficace. Et pourquoi on le fait? On le fait pour décharger les forces de police nationales, parce que vous le dites, on a des problèmes très graves de trafic, on a des problèmes de réseau, on a des problèmes de traite humaine, enfin, je veux dire, les bois... On nous promet des forêts urbaines, mais les bois de Paris, c'est le cache-misère. C'est le premier lieu de la traite des êtres humains. On est fiers de ça à Paris? Non, il faut laisser la police nationale faire son travail d'investigation, de démantèlement des trafics. Et puis, nous, tout ce qu'on peut prendre, on le prendra. Donc, surveillance des bâtiments, on met de la sécurité privée. Délinquance du quotidien, on met une police municipale armée. Mais Paris est la seule grande ville de France qui perd des habitants. Oui. En partie à cause d'un foncier beaucoup trop cher et d'un prix de l'immobilier qui s'est enlevé dans des proportions incroyables. Comment vous faites pour stabiliser ces prix et pour ramener des habitants dans Paris? Alors, vous avez deux choses. Effectivement, vous avez la question du prix de l'immobilier et vous avez la question finalement de classes populaires ou moyennes qui n'arrivent plus à se loger à Paris. Et nous, on le dit, on n'est pas contre le logement social. Par contre, le logement social, c'est pas la charité. Donc, vous ne pouvez pas continuer cette course
aux chiffres du logement social si vous n'avez pas un parc qui est en bon état. C'est pour ça que nous on dit priorité à la réhabilitation du parc. C'est du respect pour les locataires du logement social qui ne sont pas des citoyens de seconde zone. Puis après, donc c'est pas plus mais mieux pour vous. Pour l'instant, c'est mieux. Pour l'instant, c'est mieux. Ça ne veut pas dire qu'on fera moins. Mais pas d'augmentation du pourcentage de logement social. On n'est pas sur des annonces de chiffres, on est déjà sur du qualitatif et de la sécurité. Parce qu'aujourd'hui, vous avez parfois... Moi, je vous dis, cité Érard-Charenton dans le 12e, les gens vous disent on a du deal, du trafic, des passes sur les paliers. C'est une réalité, ce que je vous dis. Je vous cite le lieu. Après, vous avez une deuxième chose. Social, on est à peu près un quart aujourd'hui de logement social. 21%. Voilà, voilà 21%. Non, mais vous gardez ce chiffre. On garde ce chiffre. Ou vous le baissez. Non, on garde ce chiffre. On va continuer à progresser sur le logement social parce que c'est un outil. Par contre, on va changer les critères d'attribution pour qu'il y ait une priorité aux Parisiens, qu'il y ait une priorité aussi aux gens qui prennent soin de Paris, prennent soin des Parisiens, les professions médicales, on en parlait, les policiers. Ça, c'est la question du logement social. Mais je voudrais revenir à la question du parc privé. Mais non, parce que c'est important ce que vous dites. Donc, dans le logement social, il y aura des critères d'attribution en fonction des professions, c'est ça ? En fonction, oui, des professions et en donnant la priorité aux Parisiens. On va revoir le système de critères de cotation. Voilà. Pour qu'on ne soit pas toujours sur du très social où on va chercher des gens très prioritaires en dehors de Paris, mais qu'on vienne chercher des gens qui sont dans Paris, qui n'arrivent plus à se maintenir dans Paris pour les maintenir. Et puis on va aussi mettre la priorité sur les infirmiers, les aides-soignants. Vous savez que Paris, c'est un désert médical dans beaucoup d'endroits. Pour justement qu'on puisse maintenir ces professions de tous ceux qui prennent soin de Paris. Puis après, vous avez la question du parc privé. La question du parc privé, c'est que vous avez des gens qui peuvent se maintenir dans le parc privé, mais qu'au bout d'un moment, ils partent. Ils partent où ? Ils partent à Meudon, à Issy-les-Moulineaux, à Montreuil, à Nogent, à Vincennes. On le connaît, on le voit autour de nous. Qui sont prioritairement ces gens qui partent ? Ce sont les couples avec des jeunes enfants. Vous avez une baisse de 10% là, sur les dernières années des enfants de moins de 3 ans à Paris. Parce que quand vous accueillez un enfant à Paris, généralement, vous devez prendre une pièce supplémentaire. Et puis surtout, votre vie, elle change du tout au tout. Et ça devient une accumulation de contraintes. Donc nous, on a dit, on fait une aide directe parce qu'on a une priorité, c'est de maintenir ces forces vives de Paris qui sont ces petits-enfants. Paris, ce n'est pas une ville de passage. Paris, c'est une ville où on vient pour s'enraciner. Et aujourd'hui, on voit que les familles, elles ne s'enracinent plus pour des questions de coût du foncier. C'est pour ça qu'on a lancé notre chèque Paris d'avenir. 1 200 € pendant 3 ans quand vous accueillez un nouvel enfant sans condition de ressources et sans limite du nombre d'enfants, pour aider les familles que le déménagement ne se fasse pas en dehors de Paris, quand vous avez besoin d'une pièce supplémentaire, mais dans Paris. Et puis, on a une politique familiale très forte, baisse tarifaire très forte de tous les tarifs municipaux. En premier lieu, la cantine. Aujourd'hui, le tarif maximum pour la cantine, c'est 7 € par repas. Vous imaginez ce que c'est ? Vous avez un enfant, vous le nourrissez pour 7 €? Non, on le 3,50 € maximum pour repas. On rentre, vous savez quoi, dans la moyenne de toutes les métropoles françaises, Bordeaux, Nice, Toulouse, Strasbourg, c'est toujours 3 ou 4 € maximum par repas. Parce que, je veux dire, Paris, le coût du foncier est plus élevé pour les familles. Vous n'allez pas en plus rajouter le coût de tous les services pour les enfants, sinon c'est à double peine. L'autre question à Paris, c'est la question de la place de la voiture. Anne Hidalgo veut réduire la place de la voiture, augmenter celle du vélo. Vous, quelle est votre position là-dessus ? Nous, notre position, si vous voulez, c'est qu'on ne peut pas se dire... moi, je me réveille et je décide que je ne veux plus aucune voiture dans Paris, c'est 100% vélo. En plus, je me dis ça, moi je suis cycliste depuis 15 ans, je suis venue à vélo. Mais ce n'est pas une question d'idéologie parce qu'il y a une réalité, je dirais, de vie et économique. Vous avez quasiment 300 000 Parisiens qui tous les matins quittent Paris parce que leur emploi se situe hors de Paris. Et vous avez 900 000 personnes qui n'habitent pas Paris, qui rentrent tous les jours dans Paris parce que leur emploi se situe dans Paris. Donc finalement, vous avez des flux économiques à gérer et pour plein de raisons, vous ne pouvez pas faire en sorte qu'il n'y ait pas un flux incompressible de voitures. Donc nous, ce qu'on dit, c'est pas d'idéologie, mais du pragmatisme encore. On lance un schéma, on co-construit avec les Parisiens et les communes des maires limitrophes un schéma de mobilité globale qui prend en compte tous les déplacements avec un objectif, c'est remettre de la fluidité parce que Anne Hidalgo a quand même réussi l'exploit d'inventer l'embouteillage de jour comme de nuit et vous me parlez de pollution et d'écologie, ça c'est de la pollution atmosphérique, sonore pour les riverains. Vous avez des gens qui disent moi le silence est devenu un luxe à Paris et puis on remet de l'ordre dans les rues parce qu'aujourd'hui c'est l'anarchie. C'est une zone de lutte, la rue à Paris. Vous avez le piéton contre la voiture, la trottinette contre tout le monde. Et on remet de la sérénité et de l'ordre avec de meilleurs aménagements, avec notre schéma de mobilité, puis aussi avec la police municipale qui aura un rôle de régulation de l'espace public. Ce schéma de mobilité, ça va prendre un certain temps à être mis en place. En attendant, entre le moment où vous arrivez au pouvoir, si vous arrivez au pouvoir et le schéma de mobilité, vous faites quoi des quais, vous faites quoi des voies sur berge ? Alors,
Pour l'instant, non, on ne va pas changer les choses tant qu'on n'aura pas... on va penser les choses au global. Ce qu'on peut faire dans l'immédiat, vous savez, c'est déjà remettre de l'ordre. Aujourd'hui, vous voyez très bien ce qui s'est passé avec la trottinette. Là encore, c'est comme la sécurité. La trottinette est apparue. Alors, la mairie de Paris qui nous dit qu'elle anticipe Paris, les mobilités de demain, n'a même pas vu arriver l'histoire de la trottinette électrique. Et pendant des mois, ne s'est pas saisi du sujet en disant « Ah oui, mais sur les trottoirs, c'est pas notre compétence ». Non, mais là encore, compétence de fait. Vous êtes régulateur de l'espace public. Et aujourd'hui, que fait la mairie de Paris sur la trottinette? Elle dit « Non, mais on va revoir le nombre d'opérateurs. » Mais un marché, il s'autorégule. On ne demande pas à la maire de Paris d'être régulateur économique. On lui demande d'être régulateur de l'espace public. Moi, toutes les semaines, je vois un bébé, des nourrissons en porte-bébé sur des trottinettes. Vous trouvez ça normal? Alors qu'il y a des règles qui ont été posées sur la trottinette, sur le casque, sur les âges minimums. Vous trouvez ça normal de voir 3 personnes sur une trottinette, des adolescents, des gens sur les trottoirs? Ça génère des accidents. Nous, on dit... on va sanctuariser les trottoirs, on va donner la priorité aux piétons parce qu'à tous les âges de la vie, on est piéton. Et les personnes les plus fragiles, elles sont piétonnes. Voilà. Oui, alors question du provincial, vous savez un peu les relations Paris-Province, et je t'aime moi non plus. Donc là, vous avez beaucoup parlé de proximité, mais quelque part, les provinciaux, ils sont fiers d'avoir Paris, ils aiment que cette ville brille. Comment vous faites briller la ville? Parce que maire de Paris, c'est et la proximité et faire briller cette ville. Mais Paris, c'est une belle ville. Moi, vous savez, pas de problème, mais comment vous la faites briller, Paris, rayonner et donner envie de venir? C'est une ville qui est naturellement une ville lumière. Paris, c'est naturellement une ville lumière. Moi, je sais que pendant longtemps, on m'a dit, oui, mais quand est-ce que vous sortez votre grande mesure? Non, mais je ne vais pas vous promettre qu'on va raser la Tour Eiffel et faire un parc d'attractions à la place. Non, ça, je ne vais pas vous le promettre. Par contre, ce qui n'est pas normal, c'est que quand vous veniez à Paris, vous ayez les pickpockets dans le métro, le vol à la tire, que vous ayez des rats dans le jardin des Tuileries ou à côté du Louvre, que vous ayez toute cette saleté dans la rue. C'est ça qui fait que Paris ne brille plus. Ce n'est pas que on la transforme, et puis il faut une vision urbaine. Je veux dire, le débat tour ou pas tour. Non, mais la question, c'est pas de savoir s'il faut une tour ou pas une tour. Il faut voir dans quel cadre on le fait, quelle excellence architecturale. Parce que si vous faites une tour qui est affreuse, c'est pas ça, faire briller la ville. Donc nous, je veux dire, on va pas mentir. Paris, ça sera toujours une ville magnifique. Mais aujourd'hui, c'est une ville qui décline. On en est tous conscients. Et je vais vous dire, les touristes, c'est les premiers à nous le dire. Dernière question sur votre programme, sur la question de la dette. Oui. Vous souhaitez ramener la dette de Paris à zéro. Comment vous faites? Vous savez, déjà, on est tellement malade de l'endettement que tout le monde dit non, mais c'est pas possible. Vous savez, il y a une dérive qui a été très forte. Nous, on a voulu faire une annonce qui est très forte parce que la réalité, c'est que tout le monde fait comme si Paris était une ville pauvre, mais Paris est une ville très riche. Paris est une ville qui vit sous perfusion des droits de mutation. Donc nous, c'est très simple. On revoit les dépenses de fonctionnement, on rationalise, on revoit tous les marchés publics, on remet à plat parce que vous savez comment ça fonctionne, un marché public, et puis après on fait un avenant, puis un avenant, puis un avenant. Ça a été le dérapage au marché public sur les dernières mandatures. Et puis, il y a des actifs. La ville, on l'a dit, elle a un certain nombre d'actifs immobiliers qui parfois d'ailleurs sont hors de Paris. On est propriétaire d'une partie d'Orly, on est propriétaire d'une partie d'Ivry-sur-Seine. Donc nous, on va faire un audit de tous les actifs de la ville et puis on en cédera quelques-uns parce qu'il faut se guérir de cette addiction à l'endettement. Allez, on va finir en terminant par la stratégie interne des Républicains. On va écouter Philippe Dominati, on va vous faire réagir. Philippe Dominati, sénateur apparenté les Républicains de Paris, la droite qui part divisée au premier tour dans plusieurs arrondissements clés de la capitale. Il le déplore, il était sur ce plateau, on l'écoute. C'est déplorable parce que la droite à Paris est divisée, on a prévenu LR depuis longtemps, mais en réalité, il y a des petites baronnies. Alors, ils ont essayé de placer un peu comme d'habitude et il n'y a pas eu le projet pour les Parisiens. Je l'ai dénoncé. Je croyais que Christian Jacob était là pour rassembler et en tout cas, sur Paris, il n'a pas réussi à aider à rassembler. Qu'est-ce que vous dites, Nelly Garnier ? Moi, je dis que la droite, finalement, à Paris, quand on connaît l'histoire de la droite, et vous la connaissez, elle n'a jamais été aussi peu divisée. Enfin, moi, je veux dire, on me dit que la droite est divisée. Effectivement, on a plus de divisions dans les arrondissements de l'Ouest où la droite pèse. Enfin, moi, l'autre jour, j'étais quand même dans un débat avec tout le monde du 20e arrondissement. Vous avez l'ancienne maire PS du 20e arrondissement qui est LREM, vous avez l'adjointe d'Anne Hidalgo qui est la candidate verte et vous avez Éric Pliès qui est le candidat sur vos divisions à vous, voilà. Notamment dans le 15e et dans le 16e, qui sont des arrondissements clés pour la droite. Dans le 16e, effectivement, on a des divisions, mais tout le monde est en soutien de Rachida Dati, déjà, et puis, bon, voilà, on va essayer... C'est pas le cas dans le 15e, vous avez des discussions avec Philippe Goujon ? Dans le 15e, on a eu un problème, effectivement, qui était la volonté de Philippe Goujon de ne pas soutenir Rachida Dati, ce qui nous pose un vrai problème, parce qu'on ne peut pas priver un arrondissement de cette taille, on ne peut pas priver les habitants du 15e arrondissement d'un vote pour Rachida Dati. C'est la raison pour laquelle nous avons proposé la candidature d'Agnès Evren qui a été validée
à la quasi-unanimité de la commission d'investiture. Donc pas de discussion possible avec Philippe Goujon. Écoutez, non, mais je veux dire, bien sûr que nous, on fait un appel au rassemblement et on fera un appel au rassemblement jusqu'au bout. Voilà. Est-ce qu'il vous a dit clairement, on ne votera pas Rachida Dati au Conseil de Paris, non? Nous avons besoin d'avoir une garantie d'un vote de Rachida Dati au 3e tour, puisque nous, on préférerait une élection au vote direct. Tous les jours, on croise des Parisiens qui nous disent, mais je vais voter pour vous, et on explique, non, mais en fait, il ne faut pas voter. Il faut voter. Voilà, bien sûr, je pense que les Parisiens préféraient une élection au scrutin direct. Ce n'est pas le cas à Paris. Donc, on ne peut pas les priver d'un vote pour Rachida Dati. C'est une candidature de clarté qu'on a voulu dans le 15e arrondissement. Avec Dernière question, Pascal. Oui, la présidente de région Île-de-France, Valérie Pécresse, qui a fondé son mouvement libre, s'est plaint à plusieurs reprises que vous ne l'ayez pas assez associé. Enfin, je pars du mouvement. Qu'est-ce que vous lui répondez? Écoutez, on lui a fait une proposition qui était très acceptable. Elle n'a pas voulu, dans le fond, elle n'a pas voulu discuter avec nous. Nous avons fait aussi de multiples propositions à Pierre Licia, notamment dans le 18e arrondissement, il y a quelques mois. Qui représente le mouvement de Valérie Pécresse. À l'époque, ils ne l'ont pas voulu. Aujourd'hui, nous déposons nos listes. Et puis, voilà, et c'est maintenant qu'ils arrivent, c'est tout. Dernier mot, rapidement. Nicolas Sarkozy viendra soutenir Rachida Dati dans un meeting le 9 mars. Il vous conseille pendant cette campagne? Il est présent. Vous savez qu'il a un lien de fidélité et d'amitié qui est très fort avec Rachida Dati depuis très longtemps. Et il est présent depuis le début de sa campagne à ses côtés. Voilà. Merci beaucoup. Merci Nelly Garnier. On a beaucoup parlé du 11e arrondissement, votre arrondissement, pour des raisons d'équité. On va regarder la liste des candidats en précisant que Anne Hidalgo est candidate sur la liste de François Vaugelin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Nelly Garnier, ce matin. On va tout de suite passer au club des municipales. La Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous présente le club des territoires. ENGIE, acteur engagé dans la transition zéro carbone des régions, vous présente le Club des territoires. La presse quotidienne régionale et les télévisions locales vous présentent le Club des territoires. Le Club des territoires en partenariat avec la presse quotidienne régionale, les télévisions locales et les Indés radios. Dans ce club des municipales, on fera un point sur la campagne dans plusieurs villes. On sera à Dijon, on ira voir comment se passe la campagne à Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis, et puis à Lille avec ce sondage IFOP pour la Voix du Nord qui donne Martine Aubry en tête. On le détaillera dans ce club. Et puis on ira voir comment se passe la campagne aussi du côté du Gard avec Olivier Biscay, le directeur de la rédaction du Midi Libre. Mais d'abord, comme tous les vendredis, on va commencer par un bilan des reportages de la semaine en région. On regarde. Dupriez. Bonjour Oriana. Merci d'être avec nous toute la semaine avec Quentin Calmet. Vous étiez du côté de Montpellier, de Perpignan, de Trèbes. Et on a suivi vos reportages bien sûr tout au long de cette semaine. On va parler d'une question, c'est la question des étiquettes, une variable avec laquelle les candidats composent souvent pour adapter leur stratégie. C'est ça, et certains préfèrent tout simplement la faire disparaître, cette étiquette, et c'est le cas de Louis Alliot, le candidat soutenu par le Rassemblement national, qui caracole en tête des sondages à Perpignan. Il est crédité actuellement d'environ 30% des sondages. Donc on est allé avec Quentin dans son QG de campagne, et là, vraiment, ce qui frappe, c'est qu'il n'y a aucun tract, aucune affiche, aucune banderole, vous le voyez à l'image, où le logo du Rassemblement national est affiché. Mais attention, il ne faut voir en ça aucune naïveté dans ce choix, ni même un semblant de rupture idéologique avec le parti dont Louis Alliot est encore membre du bureau exécutif. On est là sur de la pure stratégie électorale. Et quelle a été cette stratégie ? Alors, Louis Alliot, en fait, il s'est appuyé sur sa nouvelle stature de député. Il a été élu en 2017. Et donc, ensuite, avec ce nouveau costume, on peut dire, il s'est bâti une image de candidat notable, plus fréquentable qu'en 2014. Et donc ça le fait espérer un peu plus. Il espère ratisser un peu plus large cette fois. Et évidemment, sans l'étiquette RN, il se dit que ce sera sans doute un peu mieux qu'il y a 6 ans lorsqu'il s'était présenté au municipal. Et donc sans l'affichage RN, ça a un autre avantage, c'est que Louis Alliot a pu gagner un peu en espace politique en reléguant au second plan de sa campagne des thèmes qui sont d'habitude des marqueurs de l'extrême droite, comme la sécurité ou l'immigration, au profit de la revitalisation des centres-villes, par exemple, et même plus inattendu, le thème de l'environnement. Vous le voyez à l'image, il a ce tract pour l'écologie qui a fait s'étrangler la candidate Agnès Langevin, qu'on a pu rencontrer également sur le terrain. Et donc on a demandé à Louis Alliot s'il avait édulcoré sa campagne, et regardez ce qu'il nous a répondu. La dernière fois, c'est à peu près ce que l'on a fait comme campagne. La vérité, c'est aussi que la droite et la gauche disparaissent petit à petit du paysage local,
que nous sommes, nous, très forts et très hauts sur la ville de Perpignan, mais aussi sur le département des Pyrénées-Orientales, et que, voilà, je suis un peu intégré définitivement au paysage catalan, et les gens me reconnaissent comme maintenant un citoyen à part entière et un citoyen enraciné. Donc voilà, je pense que c'est ça aussi qui fait la différence. Et pourtant, Jonathan, le Rassemblement national, c'est une étiquette qui marche. On a vu les scores européennes, on a vu les scores à la présidentielle. Pourquoi Louis Alliot n'a pas voulu surfer sur cette dynamique nationale ? Pour le comprendre, en fait, il faut remonter 6 ans en arrière. Louis Alliot, en fait, ne veut pas rejouer le match perdu des municipales de 2014. Il avait été très haut au premier tour, mais il s'était heurté au second tour à un barrage, un front républicain, face à l'épouvantail que pouvait représenter la marque frontiste à l'époque. Le FN avait pu agir comme un frein psychologique, je le cite. Il l'avait même reconnu dans les colonnes du Monde. Et grâce aux voix des socialistes, le LR Jean-Marc Pujol, en 2014, il avait été réélu. Mais les forces en présence ont changé en 2020 à Perpignan. Et le front républicain, il est beaucoup moins évident parce que le maire sortant est très affaibli et la droite et le centre sont éclatés en 3 listes, plus 2 listes concurrentes à gauche. En fait, 5 candidats pourraient se retrouver au second tour et ne pas s'entendre. Et ces divisions pourraient bien faire les affaires de Louis Alliot. Alors, vous nous avez bien expliqué la stratégie de l'étiquette de Louis Alliot, mais vous avez constaté l'inverse à Montpellier avec les candidats verts. Oui, exactement. Et en fait, depuis les européennes, les écologistes, ils ont fait 13% des voix. Donc, ils ont un peu le vent en poupe. Le parti surfe sur cette bonne dynamique, à tel point qu'à Montpellier, 2 candidates se sont disputées assez âprement l'étiquette Europe Écologie Les Verts. En janvier dernier, la candidate que vous voyez à l'image, Clotilde Ollier, elle est investie par ELV en tête de liste à Montpellier. Elle est assez peu connue du grand public, mais un sondage du Midi Libre la donne vainqueur au second tour avec 35% des voix devant le maire sortant. Mais le lendemain, ELV lui retire l'investiture en lui reprochant, entre autres, un trop grand rapprochement avec les Insoumis de Montpellier. Mais Clotilde Ollier, elle se dit qu'elle maintient quand même sa candidature, même si elle n'a plus l'étiquette, et elle a déposé un recours en référé pour contester son éviction. Et donc, Europe Écologie Les Verts, qu'est-ce qu'ils font? Le lendemain, ils nomment une autre candidate qui est élue, qui s'appelle Coralie Mention, vous allez voir à l'image. Elle est élue au débeauté, et même si 10% des Français disent faire confiance à un parti politique, ce qui est quand même très peu, Coralie Mention, elle croit dur comme fer à l'impact de ELV. On assume d'être un parti politique parce que ça donne une colonne vertébrale et puis ça peut rassurer la personne de savoir pour qui elle vote, de savoir qu'il y a un parti derrière. On sait que du coup il y a un ADN, le nôtre c'est l'ADN de l'écologie et ça peut rassurer les gens. Voilà, reste à voir le poids de cette étiquette ELV dans les urnes. Et aussi à noter qu'à Montpellier, le maire sortant d'Hiver Gauche, Philippe Sorel, a annoncé il y a 2 jours qu'il se présentait lui aussi sans étiquette. Étiquette ou non, en tout cas à moins d'1 mois du scrutin, ça ne devrait pas faire les affaires des listes écologistes à Montpellier. Et voilà, c'est la valse des sans étiquettes. Merci beaucoup Jonathan d'avoir été avec nous ce matin. Tous vos reportages qui ont été réalisés cette semaine avec Quentin Calmet, ils sont à retrouver sur notre site internet publicsénat.fr. Et puis la semaine prochaine, on poursuit notre tour de France des municipales. On ira du côté de la Normandie. On sera notamment au Havre et à Rouen. Dans quelques instants, nous allons accueillir nos journalistes pour ce club des municipales. Mais d'abord, Jonathan, vous nous parliez de Montpellier. On va y rester à Montpellier. On va retrouver Olivier Biscay sur place. Olivier, bonjour. Vous êtes le directeur de la rédaction du Midi Libre. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. On va commencer avec un point sur la campagne à Nîmes, puisque vous organisiez hier un débat entre les candidats à la mairie de Nîmes sans le maire sortant, Jean-Paul Fournier. Comment s'est passé ce débat ? Un débat agité, tendu, si je puis dire, parce que les 600 personnes qui étaient dans la salle voulaient évidemment des réponses sur les propositions et les idées des 8 candidats présents dans cette campagne. Vous avez raison de le rappeler, Jean-Paul Fournier, le maire sortant, n'a pas souhaité participer à notre débat. Et un débat qui a permis ainsi de clarifier les positions des uns et des autres, puisque vous le savez, à Nîmes, la campagne qui a été lancée il y a quelques mois marque à la fois une désunion de la droite. L'ancien allié de Jean-Paul Fournier, Yvan Lachaud, veut essayer de transformer l'essai en 2020, et puis surtout une poussée très forte du vote écologique, puisque Daniel Richard, l'ancien président de WWF, espère être au second tour avec un peu plus de 20%. C'est ce que disent les sondages à Nîmes depuis maintenant quelques semaines.
Voilà, pour un point sur cette campagne à Nîmes, avec point sur le débat, point sur les sondages. On va voir plus largement comment se passe la campagne dans le Gard. C'est une cible pour Marine Le Pen, pour le Rassemblement national, ce département. Elle était d'ailleurs en campagne le week-end dernier dans le Gard, dans l'Hérault. Elle a refusé, Marine Le Pen, de se prononcer sur le nombre de communes qu'elle pourrait conquérir dans le Gard, le Rassemblement national qui détient la ville de Beaucaire. Est-ce que, selon vous, le Rassemblement national peut conquérir de nouvelles communes ? Ce qui est certain, c'est que le Rassemblement national sera présent dans la plupart des communes moyennes, entre 5 et 10 000 habitants. Et le Rassemblement national a installé un candidat, parfois des candidats bien implantés sur le territoire, qui connaissent la commune, qui connaissent les habitants et qui ont proposé des programmes en lien avec le territoire. Alors ce n'est pas toujours le cas, mais quand c'est le cas dans ces communes-là, le Rassemblement national espère être au second tour, parfois mettre en ballottage défavorable le maire sortant et donc jouer l'arbitre dans la plupart des communes. Je pense notamment au Gard, à une commune à Vauvert par exemple, ou à Vergès où nous étions il n'y a pas très longtemps pour un débat. Ils veulent transformer l'essai, faire en sorte que Julien Sanchez ne soit pas le seul à être le maire Rassemblement national de ce département du Gard. Il espère lui-même d'ailleurs prendre la communauté de communes au sortir du second tour des élections municipales le 22 mars. Voilà, merci beaucoup Olivier pour ce point. On va voir la une du Midi Libre et on va en parler de cette une du Midi Libre puisque à la une, c'est cette interview d'Emmanuel Macron, interview donnée à la presse quotidienne régionale ce matin, qui est publiée ce matin, interview publiée à la veille de l'ouverture du Salon de l'agriculture. Emmanuel Macron tente donc dans vos colonnes de rassurer le monde agricole. Que dit-il dans cette interview ? Mais d'abord, il leur dit tout simplement qu'il les aime. Il est attaché à l'agriculture, il est attaché aux agriculteurs, il veut les protéger, il n'acceptera aucune violence faite sur les agriculteurs, comme on l'a pu l'observer il y a quelques semaines, tout en leur disant il faut se transformer, il faut continuer à remettre en question les filières, les métiers et ce que vous faites depuis des années. Et pour cela, eh bien, je vais vous accompagner en prenant un certain nombre de mesures, alors des mesures économiques, des mesures financières et puis des mesures d'accompagnement dans la transition écologique pour qu'elle se fasse dans les meilleures conditions. C'est ce qu'il dit dans cette interview parue ce matin dans les titres de la PQR. Voilà, merci beaucoup Olivier. Interview à lire en intégralité dans le Midi Libre, dans les journaux du groupe La Dépêche ce matin. On revoit la une avec donc Emmanuel Macron promet une révolution. C'est la une de votre journal. Merci beaucoup Olivier d'avoir été en direct avec nous ce matin. On va accueillir les journalistes de ce club du vendredi. Bonjour Raphaël Proust. Bonjour. C'est une première dans ce club. Merci beaucoup d'être avec nous. Et puis des habitués, Dominique de Montvalon. Bonjour. César Armand, fidèle du vendredi. Et Quentin Calmet, son compère du vendredi. On va parler de cette campagne dans le Gard. On en parlait avec Olivier Biscay, l'Occitanie, qui est une cible du Rassemblement national, Dominique de Montvalon. Est-ce que c'est facilité par le fait qu'on est peut-être dans une région où la frontière est poreuse entre la droite et l'extrême droite ? Oui, ça peut jouer. Je pense que il y a quand même le climat national qui compte, même si après il faut ramener ça à des considérations régionales et à l'occasion locale. L'histoire de la réforme des retraites qui est mal comprise et qui s'enlise actuellement au Parlement, ça compte, c'est quelque chose. Il y a effectivement une certaine porosité entre la droite et l'extrême droite, avec pourtant des propos qui ont été tenus de façon très nette par Christian Jacob et la nouvelle équipe dirigeante des Républicains, et qui renvoient aux fondamentaux habituels du parti, à savoir pas d'alliance entre droite et extrême droite. Il pourrait y avoir, surtout entre les deux tours, des accords qui ne correspondront pas à cette déclaration pourtant apparemment claire. Raphaël Proust, l'Occitanie qui est une terre favorable pour le Rassemblement national. On rappelle qu'en 1989, c'est à Saint-Gilles dans le Gard que le Front national a remporté sa première ville. Ça va être intéressant de voir un peu les duels qui vont se faire au niveau du deuxième tour en Occitanie. Et il y a, moi je pense par exemple aux écologistes, parce que le rédacteur en chef du Midi Libre en parlait. Il y a des très bons sondages, notamment à Nîmes. Alors évidemment ils ne sont pas devant, mais quand même on voit que les écologistes à Perpignan ou à Nîmes pourrait, en tout cas au conditionnel, devenir le vote de gauche, le vote utile de gauche au deuxième tour des élections municipales. C'est un enjeu pour eux. Yannick Jadot, qui a déjà fait le déplacement à Perpignan en meeting, il va aller à Nîmes aussi. Ça fait partie aussi de ces villes dans lesquelles, finalement, qui
paraissent à première vue assez peu gagnables pour la gauche, mais dans laquelle les écologistes vont essayer de montrer que eux aussi, ils peuvent, à l'instar du Parti socialiste d'avant, devenir le vote recours à gauche. Donc voilà, Nîmes, Perpignan, c'est peut-être 2 exceptions dans ce territoire assez dominé par la droite quand même. Quentin, justement, vous qui étiez à Perpignan cette semaine. Oui, on était avec notamment Agnès Langevin, qui est la candidate Europe Écologie Les Verts et socialiste et qui est effectivement bien placée dans les sondages. Elle est à 16% d'intention de vote au premier tour, là où le maire sortant est à 19%. Il y a bien sûr Louis Alliot qui a ce 30% assez impressionnant, mais Agnès Langevin, elle nous l'a dit, quand on l'a rencontrée, elle a noté que ce tract dont on parlait avec Jonathan Dupriez, qui vante tout le programme écologiste de Louis Alliot, elle l'a remarqué, donc elle dit, c'est Louis Alliot qui vient faire campagne sur les thèmes de l'écologie, c'est quand même un petit peu, elle dit, le monde à l'envers, c'est elle qui nous l'a dit comme ça, et donc elle sent que il y a aussi cette possibilité pour les écologistes rassemblés avec le PS d'être en bonne place au soir du premier tour, et ensuite ce serait un front républicain qui pourrait se faire sur la candidature écologiste socialiste, et comme ça, ça permettrait aux écologistes de remporter cette ville de Perpignan. Et inversement, peut-être à Perpignan, Quentin, vous l'avez peut-être constaté, les écologistes qui font campagne sur les thèmes de Louis Alliot. Ils parlent de sécurité, ils parlent de vidéosurveillance, ils parlent de police armée. Ils le disent, il a fallu qu'ils rentrent aussi dans ces thèmes-là. Et puis alors, eux, à Perpignan, c'est quand même une situation très particulière avec des quartiers, avec les quartiers gitans, les quartiers également avec une forte communauté issue de l'immigration. Et donc, il a fallu aussi qu'ils aillent dans ces quartiers-là. C'est là qu'on les a rencontrés, où ils tractaient. Parce que là-bas, il y a aussi une tentation du vote Louis Alliot, ce qui semble assez incroyable. Mais donc, du coup, il faut aller essayer de convaincre également dans ces quartiers, avec cette façon de faire campagne à Perpignan qui est assez particulière, effectivement, en France. Dominique de Montvalon. En même temps, c'est tout à fait normal qu'on le dise comme ça, mais c'est quand même assez étonnant qu'on dise que les écologistes vont sur le terrain de Louis Alliot et du Rassemblement national parce qu'ils parlent de sécurité. Ce qui se passe, je le comprends parfaitement, mais ce qui se passe, c'est que les écologistes qui cultivaient l'écologie jusqu'à pratiquement ne parler que de cela, c'est leur ADN, sont en train de découvrir qu'ils sont peut-être à même ici, là et ailleurs, on verra, de fédérer une gauche éclatée qui avait besoin d'un nouveau leadership, et à ce moment-là, tout compte, y compris la sécurité, et pas seulement l'écologie. C'est intéressant, il y a plein de points d'interrogation. Je note, mais vous l'aviez dit, que Louis Alliot ne fait pas mention de son appartenance au Rassemblement national. Voilà, il y a tout un jeu d'images qui est intéressant et significatif. Et pour terminer sur ce sujet, Carole Delga, la présidente socialiste de la région Occitanie, elle tire la sonnette d'alarme. Elle dit je crains que ce soit un scrutin avec un fort vote d'extrême droite, et dit que pour la première fois, des intercommunalités pourraient basculer au Rassemblement national dans sa région. Il faut par exemple regarder un peu les sondages qu'on a sur Béziers. Robert Ménard, qui avait été un des symboles des victoires municipales de l'extrême droite, Rassemblement national, à l'époque le Front National, enfin le Rassemblement Bleu Marine si je me souviens bien, il est à 60% réélu au premier tour dans les sondages. Donc effectivement, la gauche occitane en tout cas, qui normalement se sentait jusqu'ici un peu sur ses terres, c'est-à-dire que c'est quand même vraiment une région de France où ils ont pendant longtemps été au pouvoir, ils le sont toujours à la région d'ailleurs, en coalition avec les écologistes. Moi en parlant en tout cas avec différents responsables occitans de la gauche, ils ont un peu peur de cet effet Béziers. C'est-à-dire que Louis Alliot, Robert Ménard, et que finalement l'extrême droite municipale finisse par s'implanter et fasse la démonstration que finalement avec eux aux manettes, c'était pas l'enfer ou la catastrophe qui était prévue. Donc oui, effectivement, ce risque pour la gauche, il est réel. Rapidement. Juste un mot sur Béziers. Si les sondages sont confirmés dans les urnes, on n'oubliera pas que Robert Ménard, en plus, vient des rangs de la gauche originellement. C'est des mutations personnelles et collectives qui en disent long sur le remuement qui se passe dans toute la France aujourd'hui. Allez, on va continuer notre tour de France de la campagne. On va aller faire un petit tour du côté de la campagne à Paris, une campagne qui fait réagir sur Twitter. On va le voir avec vous, Quentin. Et Quentin, on commence par quelques réactions à l'arrivée d'Agnès Buzyn dans la campagne. Oui, je voulais vous montrer un tweet qu'on aime bien, d'une personnalité qu'on aime bien, c'est Roger Carucci, pour son humour grinçant, le sénateur LR, qui du coup un soutien de Rachida Dati. Mais il a rappelé que du coup le ministère d'Agnès Buzyn, c'était la loi sur les retraites, la loi bioéthique, la crise de l'hôpital, l'épidémie de coronavirus, sujet si essentiel pour les Français qu'elle a refusé d'être candidate dans le 15e. La voilà candidate pour Paris, et de conclure que va-t-elle faire dans cette galère. Mais donc on le voit effectivement du côté de la sénatrice écologiste,
écologiste et Servane Bassa, elle a attaqué avec un parallèle avec la situation d'Édouard Philippe au Havre. Elle a dit « C'est quoi ce gouvernement dont tous les membres ont la tête ailleurs? La crise actuelle ne lui suffit pas. La détresse des hôpitaux, la lutte contre le coronavirus, qui va s'en charger ?» Et donc, en l'occurrence, c'est Olivier Véran qui va s'en charger. Mais on le voit avec des attaques sur le contexte de la candidature d'Agnès Buzyn, mais aussi avec des attaques sur le fond. Et là, c'est la gauche qui est montée au front. Vous allez le voir dans un message qu'on a pu reprendre aussi. Et on a vu cette méthode brutale qu'a reproché Agnès Buzyn à Anne Hidalgo dans une interview sur BFM TV en parlant de la piétonisation des voies sur berge. Eh bien, elle a aussi défendu l'utilisation de la voiture dans certains cas. Rémi Féraud, proche de Anne Hidalgo, lui a répondu « Il n'aura pas fallu plus de 2 jours pour s'en rendre compte. Agnès Buzyn, c'est le conservatisme en marche, ou plutôt en voiture. » Et il y a quelque chose qui fait parler, c'est le ralliement de Gaspard Ganzer, annoncé hier, ralliement à Agnès Buzyn, ça fait réagir. Bien sûr. Je voulais commencer par vous montrer le message d'Agnès Buzyn qui pose avec Gaspard Ganzer, le candidat qui était crédité de 1% dans les sondages. Nous nous rassemblons autour d'une dynamique, nous la mettons au service des Parisiennes et des Parisiens, a-t-elle tweeté. Et donc, on remarque quand même mercredi encore Gaspard Ganzer, donc la veille, il assurait aux journalistes qu'il n'était en aucun cas prêt à se rallier à Agnès Buzyn. Et certains, à gauche, ils ont également ressorti d'anciens tweets de Gaspard Ganzer, comme celui qui critiquait les rumeurs concernant sa candidature à l'époque dans le 6e. Il disait « Ne devrait-elle pas se consacrer à la crise de l'hôpital ?» Et donc Marie-Pierre de la Gontrie, elle a écrit avec une pointe d'ironie. Ce message, il date du 10 janvier dernier. Voilà, c'est la campagne à Paris qui s'agite de semaine en semaine, César. Oui, et on attend aussi toujours de voir les convergences programmatiques entre Gaspard Ganzer et Agnès Buzyn. Est-ce que la candidate d'En Marche va vouloir aussi supprimer le périph' sur les prochains mandats, tel que le proposait l'ancien candidat parisien? Très rapidement sur cette campagne à Paris. Supprimer le périph', oui. Moi, c'est rapide. C'est danger pour Anne Hidalgo, la candidature d'Agnès Buzyn, Raphaël, ou pas? On voit, celle d'Agnès Buzyn, on voit en tout cas que elle a pas. L'objectif, c'était pas de perdre plus de voix parce qu'il y avait quand même une interrogation sur le fait que Benjamin Griveaux, candidat de la majorité, était quand même donné assez bas, ce qui inquiétait forcément les troupes d'En Marche. L'objectif, évidemment, d'Agnès Buzyn, qui arrive au dernier moment, c'est de faire mieux. Voilà, ça a l'air en tout cas de pas faire pire, ce qui est déjà pas mal. Il semble quand même que, en tout cas en ce moment, on verra dans les derniers jours avant la campagne, que c'est plutôt le vote Rachida Dati qui devient aujourd'hui le vrai vote anti-Hidalgo pour les gens qui voudraient voter contre la maire sortante. Beaucoup de choses se décideront au dernier moment, à mon avis, dans les dernières 48 heures. L'occasion d'en reparler. Allez, de Paris, on va aller pas très loin, on va voir comment se passe la campagne du côté de la Seine-Saint-Denis à Saint-Denis. Très précisément, ville que les communistes ont toujours gagnée depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais la gauche part en ordre dispersé et le maire sortant, il doit affronter une candidature dissidente. Et l'ancien député, Mathieu Hanotin, soutenu par le Parti socialiste, lui, il espère gagner la ville. Fabien Recker s'est rendu sur place. Soir de meeting pour Mathieu Hanotin. Battu de justesse aux dernières municipales, l'ancien député de Seine-Saint-Denis croit enfin son heure venue. Soutenu par Génération et le PS, sa liste fait campagne sur la sécurité et veut réduire la part du logement social à Saint-Denis. Objectif, rendre la ville plus attractive pour les classes moyennes. La modification sociologique de la ville, elle s'est déjà effectuée depuis 30 ans. Et c'est une paupérisation. C'est ce à quoi nous avons assisté ces 30 dernières années. Saint-Denis était une ville équilibrée, populaire bien sûr, dans le bon sens du mot populaire, basée sur des gens qui travaillaient, qui étaient présents, ancrés dans leur territoire. Et clairement, on a une ville qui s'est paupérisée ces 30 dernières années. Ce soir-là, le challenger Mathieu Hanotin présente son programme et fait salle comble. Pour ses militants, le changement s'est trop fait attendre à Saint-Denis. Ça fait 12 ans que ça ne change pas, que c'est toujours la même chose sur le plan sécuritaire, propreté, sur le plan de l'éducation. Il faut absolument tourner la page du Parti communiste à Saint-Denis. Tourner la page du PCF, il en est hors de question pour Laurent Russier, le maire sortant. Bien décidé à défendre ce bastion resté communiste depuis 1945. Laurent Russier peut se targuer de plusieurs soutiens à gauche, dont celui du mouvement Place Publique et d'Europe Écologie Les Verts. De quoi assumer sa politique, notamment en matière de logement. Faire croire que demain on y arrivera mieux avec 25% de logements HLM, c'est tromper les gens. La question du logement, elle est
très clivante sur cette campagne. Elle est extrêmement importante aujourd'hui pour que demain, chacun puisse continuer à vivre au cœur de la métropole et ne soit pas relégué parce qu'il n'y aurait plus assez de logements HLM, ce logement pour le plus grand nombre, mais aussi des prix d'immobilier dans le privé, que ce soit les loyers ou le prix à l'accession, qui soit devenu rédhibitoire pour trop de familles. Mais à gauche, Laurent Russier devra aussi ferrailler avec Bailly Bagayoko. Ce membre de la majorité municipale joue sa propre carte sous l'étiquette France Insoumise, au regret de ce militant communiste. L'idéal aurait été qu'on soit tous ensemble dès le premier tour pour faire barrage aux candidats qui sont beaucoup plus libéraux et qui souhaitent casser un peu les acquis sociaux au niveau municipal. Le candidat libéral, c'est lui, Alexandre Aïdara, investi par LREM, Agir et l'UDI. Ce transfuge du PS veut croire aux chances du « en même temps » à Saint-Denis, où LREM a remporté les européennes, même si entre-temps, l'étiquette En Marche est devenue plus difficile à porter. Les politiques qui ont été mises en place depuis des décennies ont échoué. La sécurité n'est pas là, c'est un droit fondamental qui n'est ni de gauche ni de droite. L'école, moi je suis un pur produit de l'école républicaine, ne fonctionne pas. Saint-Denis sera-t-elle toujours communiste au moment d'accueillir une partie des JO en 2024 ? Réponse les 15 et 22 mars. Raphaël Proust, Saint-Denis, c'est quand même l'illustration typique de la division de la gauche. On a une ville qui est communiste depuis l'après-Seconde Guerre mondiale et on a d'un côté le PS, de l'autre la France Insoumise qui veulent tourner la page du communisme. Pour le coup, en l'absence quasi totale de liste de droite à Saint-Denis, c'est vrai que ça coûte pas cher pour les différentes listes de gauche de se mesurer comme à chaque élection municipale. Le fait que ça soit la deuxième plus grande ville d'Île-de-France après Paris, plus grande ville de France dirigée par un communiste, c'est un peu le joyau de la couronne pour le parti. Donc finalement, même si en Seine-Saint-Denis ou en banlieue parisienne en général, c'est souvent un peu, en tout cas dans les banlieues populaires, l'enjeu c'est souvent qui va battre le maire communiste sortant. La perte de Saint-Denis pour le parti communiste, ça serait quand même au-delà de la continuation finalement des échecs électoraux des dernières élections, ça serait vraiment un symbole terrible, d'autant plus que Bailly Bagayoko, qui a le soutien de la France Insoumise, est plutôt en dynamique en ce moment. Mathieu Hanotin s'était maintenu à les dernières élections, il avait quand même fait un score au deuxième tour assez honorable, mais oui, effectivement, Saint-Denis, c'est un peu vraiment la dernière bataille pour le PC. On a vu qu'au début des années 2000, beaucoup de villes de Seine-Saint-Denis, mais aussi du Val-de-Marne, étaient passées au Parti Socialiste. Il y en a certaines qui sont même passées à droite ou au centre en 2014. Cette fois-ci, les configurations seront un peu plus éclatées, mais effectivement, à chaque fois, que ce soit les listes de gauche, de centre ou de droite, c'est toujours l'enjeu, c'est d'essayer de tourner la page du communisme municipal qui semble, en tout cas, à bout de souffle dans pas mal de ces villes. Ouais. C'est un match formidable dont le résultat sera important et à bien des égards symbolique. Effectivement, la droite ou les droites sont sinon hors jeu, en tout cas marginalisées, et c'est au sein de l'archipel de la gauche que la bataille se joue entre les communistes qui, s'ils perdaient Saint-Denis, ce serait dramatique pour eux, mais ils sont en danger. Il y a le défi socialiste et, comme ça a été dit à juste titre, il y a le candidat des écologistes soutenu par les écologistes qui joue une partie peut-être gagnante. En tout cas, non, c'est passionnant. Là, on est dans un bocal politique où les gauches, au fond, dans un endroit clé, et historiquement clé, se disputent un leadership qui va compter pour l'avenir. Oui, c'est le centre de gravité du Grand Paris de demain aussi, avec déjà tous les sièges sociaux des entreprises qui sont installés et qui continuent à y aller. C'est aussi le village olympique demain qui sera transformé en zone mixte, logement bureau. C'est plein de choses comme ça. Et ça va être intéressant de voir qui va sortir du chapeau. Bon, Hanotin ne bénéficie pas plus de la notoriété qu'il y avait il y a quelques années. Il n'est plus directeur de campagne de Benoît Hamon comme il l'avait été. Pendant la présidentielle de 2017. Oui. Bien sûr, oui. 14, 2017, 2020, mais je m'égare un peu dans les dates. Mais voilà, après, ça va être intéressant à suivre, d'autant que Hanotin fait partie du Grand Paris en commun voulu par Anne Hidalgo avec tous les maires du 93 socialistes et même Patrice Bessac de Montreuil, le communiste, pour créer des idées à l'échelle de la métropole. Raphaël, Dominique de Montvalon disait que ça va aussi compter pour l'avenir à gauche. Est-ce que ces divisions à gauche, à Saint-Denis et dans d'autres villes, elles vont coûter cher à la gauche et à quelle gauche ?
Elles vont coûter cher. En tout cas, ce qu'il faut regarder, les états-majors des différents partis au lendemain des municipales, qui sont quand même un scrutin assez particulier, parce qu'évidemment les configurations locales jouent énormément, mais les états-majors vont quand même regarder un peu quelles sont les formules qui ont globalement eu du succès, quelles sont les formules qui en ont eu le moins. Si on parle de la banlieue parisienne par exemple, les écologistes sont alliés dans le Val-de-Marne à Vitry-sur-Seine avec la mairie communiste sortante. Ils ont pris la tête d'une liste qui rassemble toute la gauche contre les communistes à Ivry. Pourquoi ? Parce qu'à Ivry-sur-Seine, il y a le projet de reconstruire un incinérateur là où celui actuel est un peu en fin de vie. On voit que sur les dossiers écolos, finalement, les communistes ont un train de retard ou n'arrivent pas à convaincre leurs partenaires qu'ils sont finalement sincèrement engagés dans l'écologie, qui est un sujet extrêmement majeur pour ces municipales, on le voit bien. Donc les divisions à gauche, il faudra évidemment recoller les morceaux, mais ceux qui n'auront pas réussi à prendre le train des dynamiques et ceux qui auront réussi à s'imposer à la tête de liste d'union, eux auront la main le lendemain des municipales pour reconstruire des alliances si possible. Et rapidement, Dominique. Et ce qui se joue là, c'est de savoir si les écologistes, ce serait nouveau et très important pour l'avenir, sont ou non capables de fédérer une gauche relativement éclatée et d'en devenir les locomotives, ce qui était le cas jusqu'ici historiquement du PS. Il y a des cas différents selon les lieux, hein, mais est-ce que les écologistes sortiront d'une position purement 100% écolo pour devenir éventuellement des locomotives? C'est passionnant. Hein. Avant de conclure cette page Saint-Denis et de partir à Dijon, comme on a donné la parole à certains candidats dans le reportage de Fabien Ricard, on va regarder ensemble pour des raisons d'équité le panneau des candidats à la mairie de Saint-Denis, candidats déclarés à ce jour. Je vous rappelle que les candidats ont jusqu'au 27 février pour déposer leur liste. On va continuer notre tour de France, on va aller à Dijon maintenant. On va retrouver Fabrice Aubry. Bonjour Fabrice, vous êtes journaliste à Cassis FM. On va faire avec vous un point sur la campagne à Dijon. François Rebsamen, le maire socialiste sortant, candidat à sa réélection. Il dirige la ville depuis 2001. Avant de parler de la campagne, quel est le bilan de François Rebsamen, Fabrice ? Bonjour Ariane, bonjour à tous. Oui, François Rebsamen en très bonne position pour être réélu dans quelques semaines. On va en parler dans un instant. Tout d'abord, signaler rapidement que Dijon, c'est une ville apolitique, ni de droite ni de gauche. Avant François Rebsamen, il y a eu par exemple le maire Poujade qui était de droite de 1971, Robert Poujade de 1971 à 2001. François Rebsamen, donc maire depuis 2001, bilan plutôt positif vu par les Dijonnais. Il y a eu la mise en place du tramway, la piétonisation du centre-ville, la rénovation du musée des Beaux-Arts qui a rouvert ses portes l'an dernier, et puis le projet de la Cité de la gastronomie et du vin, projet toujours en cours puisque la fin des travaux est prévue pour fin 2021. François Rebsamen est toutefois critiqué sur certains points, le stationnement au centre-ville par exemple. Ses adversaires politiques dénoncent aussi la bétonisation à tout va. Il y a eu notamment un projet qui a été validé il y a quelques semaines par la métropole, le plan local d'urbanisme qui prévoit la construction de plus de 10 000 nouveaux logements d'ici à 2030 sur l'ensemble de l'agglomération dijonnaise. Et puis François Rebsamen est aussi déçu en 2014 lorsqu'il avait quitté provisoirement son poste de maire pour le laisser à son premier adjoint. À l'époque, en 2014, c'était pour aller prendre le poste de ministre du Travail. C'était sous le quinquennat de François Hollande. François Rebsamen qui avait promis qu'il ne quitterait son fauteuil de maire que s'il n'était appelé pour être ministre de l'Intérieur. Bon là, c'était pour le ministère du Travail. Bon, les Dijonnais ont semblé ensuite lui pardonner cet épisode quand il est revenu prendre la place de son premier adjoint, Alain Billot, qui est décédé ensuite. François Rebsamen qui se présente donc pour un 4e mandat à la tête de la ville de Dijon. Est-ce qu'il a des chances d'être élu? Il est en bonne position, vous nous l'avez dit. Et qui sont ses adversaires lors de cette campagne? Alors oui, il est largement favori pour sa réélection. Il y a un sondage IFOP qui a été publié mardi. Selon ce sondage, il recueillerait 38% des voix au premier tour. Ses adversaires, qui sont-ils? Alors ils sont 8 au total. Tous les grands partis de droite et de gauche sont représentés. À noter, selon le sondage IFOP de mardi, la très bonne position de Stéphanie Maude, qui est tête de liste Europe Écologie Les Verts et qui recueillerait 20% des voix au premier tour. Stéphanie Maude, on l'a d'ailleurs reçue cette semaine chez Cassis FM. Elle était accompagnée d'ailleurs de l'ancienne ministre Delphine Batho. Quelles sont ses propositions pour la ville de Dijon? Écoutez Stéphanie Maude.
toutes les solutions pour pouvoir à la fois replanter quand c'est possible des arbres, parce que c'est quand même très intéressant en termes de biodiversité et de lutte contre les îlots de chaleur notamment, mais également des vergers quand c'est possible, des haies bien évidemment, qui sont des refuges pour les insectes et les oiseaux. Mais au-delà de ça, c'est une ville, cette ville qui est très minéralisée, donc notamment au centre-ville, mais pas que au centre-ville, dans les quartiers nouveaux aussi. C'est ramener de la végétalisation pour tous les points que je viens de vous exposer. Voilà Stéphanie Motte qui souhaite aussi augmenter la part des produits bio et locaux dans les cantines des écoles de la ville. Elle souhaite aussi développer davantage le réseau de pistes cyclables. Qu'en est-il du candidat de la majorité présidentielle de La République En Marche, Fabrice ? Alors, il s'agit de Sylvain Comparot, il a 37 ans, il a l'expérience d'avoir été directeur de cabinet du président de l'Université de Bourgogne, mais il faut le dire, il est très peu connu des Dijonnais, puis il n'est pas vraiment soutenu par les ténors En Marche de Côte d'Or, qui ne soutiennent pas ouvertement, et puis aucun cadre du parti n'est encore descendu de Paris pour venir le voir à Dijon. Sylvain Comparot qui part pourtant très ambitieux pour ces élections, on l'a reçu la semaine dernière chez Cassis FM, écoutez-le. Vous partez confiant pour le premier tour ? Très confiant, non seulement pour le premier tour, mais je vous annonce qu'on gagnera. Voilà, on va gagner, c'est donc ce qu'il nous disait il y a 10 jours, mais depuis, il y a le sondage IFOP qui a été publié mardi, sondage qui le crédite de 6% des voix au premier tour. Merci beaucoup. Merci Fabrice d'avoir été avec nous ce matin. On précise peut-être que l'intégralité de vos interviews, on a vu des sons, mais c'est à retrouver sur cassisfm.com et sur l'appli de Cassis FM. Merci d'avoir été avec nous ce matin pour ce point complet sur la campagne à Dijon. On va voir ce qu'il y a à la une de vos quotidiens régionaux et on va parler de Lille, Quentin, avec vous. Et Quentin, on commence avec la Voix du Nord. On va d'abord parler de la une de la Voix du Nord. Tout à fait. Parce qu'à la une de la Voix du Nord, il y a l'interview qu'on évoquait tout à l'heure avec Olivier Biscay du président de la République avant le début du salon de l'agriculture. On le voit, il y a ce nouveau modèle agricole que veut Emmanuel Macron. Il y a aussi eu le mot de révolution, de transformation du modèle agricole à la une de tous ces titres de la PQR. Mais il y a une deuxième information très intéressante dans la Voix du Nord que je voulais vous montrer. C'est ce sondage réalisé là encore par l'IFOP sur les intentions de vote au premier tour. Et on voit Martine Aubry toujours très bien placée, qui fait la course en tête, dit même le journal, et qui gagne même 5 points selon l'IFOP depuis décembre 2019. ELV aussi est très bien placé avec 21% dans ce sondage. Et derrière, c'est la douche froide, dit la Voix du Nord. Violette Spielbrou, qui est donc l'ancienne adjointe de Martine Aubry, la candidate LREM, elle ne récolte pas les fruits d'une campagne menée tambour battant, dit l'article. Un mot, Raphaël, sur ce sondage. Martine Aubry largement en tête à Lille. Oui, écoutez, c'est pas. Moi, il y a finalement quelque chose que je relèverais dans ce sondage. C'est le score qui me semble quand même assez bas de la liste France Insoumise. Il faut rappeler que la France Insoumise a élu 2 députés aux législatives à Lille, en tout cas dans les circonscriptions lilloises. Et finalement, on voit que, et notamment Adrien Quatennens, qui est devenu depuis une figure nationale du mouvement, on ne s'attendait pas à les voir en première ou en deuxième position, mais finalement, on se retrouve dans une situation assez difficile, qui d'ailleurs illustre assez bien, je trouve, la campagne assez laborieuse de la France Insoumise à ces municipales. Et voilà pour ce sondage IFOP pour la Voix du Nord à lire donc dans les pages de la Voix du Nord. Aujourd'hui, on continue la revue de presse avec Ouest France, Quentin. Voilà, tout à fait. On revient donc à cette interview du chef de l'État à la veille de l'inauguration du salon d'agriculture, et donc cette interview sur le glyphosate, sur l'agribashing, sur les sanctions américaines ou encore les élections municipales. Nous sentons aujourd'hui une tension forte dans la société, a dit le chef de l'État. Et cette expression dure en même temps. Il faut à la fois protéger les agriculteurs contre les stigmatisations dont ils sont l'objet et réussir la transformation du modèle agricole. On parle du salon de l'agriculture, c'est à la une de l'Est Éclair. Oui, je vous conseille cet article, l'agriculture dans la peau, avec effectivement ce portrait d'Antoine Dupont, 16 ans, qui va participer à la compétition du meilleur jeune berger de France, les Ovimpiades. Et on termine avec, en parlant ruralité, on reste dans le thème. Ruralité, on termine avec Vosges Matin. Et on termine avec Vosges Matin, qui effectivement met ce plan, cet agenda rural du Premier ministre en une avec ce déplacement. Et on le voit, il y a aussi, je vais zoomer, les vaches vosgiennes qui sont ici. Et donc que ce soit sur l'agenda rural ou sur cette interview et le salon de l'agriculture, on le voit, ce thème qui va revenir être très présent la semaine prochaine. Et des vaches que vous irez voir, Quentin. Vous serez toute la semaine au salon de l'agriculture et notamment dans cette matinale
Raphaël Public Sénat qui sera au salon toute la semaine prochaine. On va voir rapidement vos unes. La une de nos opinions, Raphaël, environnement, l'agriculture et la solution, pas le problème. Ben oui, on a eu envie, alors que là, le salon de l'agriculture, en tout cas l'actualité des agriculteurs est marquée par l'agribashing, hein, c'est le dénigrement de l'agriculture, c'est l'expression que les syndicats, en tout cas, mettent en avant pour dénoncer le fait, la pression sociale mise sur les exploitants. On a voulu prendre le truc à l'envers et de dire finalement, est-ce que c'était pas une opportunité? Est-ce que les années qui viennent et cette crise de l'agriculture française n'était pas une opportunité en fait? Et voilà, c'est à lire aujourd'hui dans l'opinion. La une de la Tribune cette semaine, c'est Patrick Ken, le magicien de Thalès, et l'agriculture, c'est à la une du Cahier Territoire. Oui, tout à fait. Tous nos correspondants locaux en région ont essayé de trouver des solutions pour lutter contre l'agribashing aussi et montrer qu'une autre agriculture est possible, plus proche du consommateur, plus vertueuse, au-delà des débats sur les pesticides, les épandages et les distances de sécurité. Et voilà, à lire dans le Cahier Territoire de la Tribune. Merci messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour ce club des municipales. On se retrouve lundi. L'invité politique Éric Coquerel, le député de la France Insoumise. Et puis demain, on le disait, Public Sénat s'installe au Salon de l'Agriculture. Rendez-vous avec Tantra Nuit dès 16h30 demain. Merci à tous et bon week-end. La presse quotidienne régionale et les télévisions locales vous ont présenté le Club des Territoires. La Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous a présenté le Club des Territoires. Engie, acteur engagé dans la transition zéro carbone des régions, vous a présenté le Club des Territoires.